Just what is it that you want to do? Well, we want to be free. And we want to have a good time. And that's what we're going to do. Okay, baby, let's go. We're going to have a good time. Parce que le sketch de l'année passée, legit, le meilleur sketch en plus de tout le bye-bye, c'est le sketch du fraudeur. Là. Ouais, non, ça, c'est l'année d'avant. C'est ça, l'année dernière. Ouais. C'était il y a 2 ans, ça? Il y a 2 ans, les fraudeurs. L'année passée, c'était quoi? Non, mais ça, c'était là, le Desjardins. Là. Non, c'est il y a 2 ans. C'était quoi le bye-bye? Là? J'ai même pas vu. L'année dernière, on faisait à Arruda, tu sais, toutes les consignes, les changements de... Ah, toi, tu jouais à Arruda, t'étais prime time, là. C'était moi, le premier shot du bye-bye. Moi, je faisais Arruda, puis je faisais la toune sur la PCU. Puis on parlait des conspirationnistes, mais tout était COVID. T'as-tu vu l'annonce de Desjardins sur pas péter les guiches, genre Mathieu Pepeux puis genre un autre gars, genre? T'as-tu vu cette publicité? Non. C'est sorti quand? Je sais pas, mais je vois tout le temps ça sur YouTube, genre c'est fucking Mathieu Pepeux puis un autre doute que je connais pas son nom qui est genre dans Escouade 99 puis il est comme ils ont même pas pris genre proche de du monde qui sont proche de se faire péter une guiche, genre tu sais ils parlent le français c'est comme hey, il m'a offert de prendre 5 000 $ dans mon compte et il m'en donne 1000 et genre regarde je comme c'est comme fucking absurde. Je comme on devrait faire un peu plus de recherche de personnage. Mais yo, bro, merci d'être ici, man. Bah, écoute, c'est plaisir, merci l'invitation. Yeah. Yeah. Bon. J'ai ce chandail. OK? C'est écrit I Miss Sports. OK? Puis, c'est mon père qui est allé en Floride puis qui m'a littéralement acheté ça puis qui me l'a ramené. Nice. Tu sais qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, mets ça dans tes YouTube, si le monde va trouver ça drôle. Tu l'as fait, ça y est, c'est réglé. Tu peux checker ça sur ta liste. Je suis comme, moi, est-ce que tu penses que le monde va trouver ça drôle? I Miss Sport, c'est limite un discours militant. Genre, si tu portais ça, genre, en comme avril 2020, c'est comme I Miss Live Sports, c'est peut-être un discours anti-COVID. Ça se peut, Quel sport qui puis là, genre, il a acheté ça en Floride, fait que genre, c'est comme, là-bas, les discours vont partout, là. I Miss Sport, je sais pas, je crois. En même temps, il y a tellement de t-shirts et de trucs maintenant. Tu peux écrire n'importe quoi puis vendre 6 000 t-shirts. Yeah! I Miss Sports. C'est quoi le message existentiel? Le monde, OK? on a besoin d'aide, là. Bienvenue à Fait divers, la meilleure podcast au Québec. Aujourd'hui, on est avec nul autre que l'humoriste qui n'est plus de la relève, mais que je l'ai connu comme humoriste de la relève, humoriste établi. Carrière accomplie, Mehdi Boussaïdan, Fresh Off Mexico. Fresh Off Mexico. Los Cabos. Los Cabos. Los Cabos, où est-ce qu'il a narraté la très chère compétition d'occupation de Love Island. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça de même, mais comme la télé-réalité à TVA de Love Island. Oui. Puis, merci d'être ici. D'abord, c'est comment être au Québec, de retour au Québec? Je suis content d'être revenu. Je suis resté quand même longtemps. C'est le fun d'aller... aller dans le sud, mais d'habitude, on y va 2 semaines max. Là, c'était vraiment dans le sud pendant 6 semaines. 6 semaines, c'est quand même un bon trip. C'est long, 6 semaines. Puis tu sais, les resorts sont faits pour te divertir 1 semaine. C'est ça, ouais. Après ça, la boucle recommence. Fait que là, t'as l'impression de revivre la même semaine. C'est les mêmes spectacles, la même bouffe au buffet. C'est Groundhog Day, là. C'est Groundhog Week. Ouais, c'est ça. À un moment donné, je l'ai vu, le Mexicain qui fait Michael Jackson. Il est bon, mais à un moment donné... Il est incroyable. C'est comment revenir à la température. T'es arrivé, t'es parti, il faisait quand même chaud, t'es revenu, puis live, c'est là. Ouais, ça a été rough. Là. Je suis tombé... j'ai eu un rhume en revenant. On est parti, il faisait 35 degrés. Je suis revenu ici, il faisait genre 6-7 degrés direct rhume. Mais je suis content. Je suis pas un fan de porter des shorts puis des t-shirts. Là. Moi, mes saisons favorites, c'est celles où tu peux porter un hoodie puis t'es chill. Manteau, c'est trop, mais hoodie, pantalon. Puis là-bas, il faisait tellement chaud, tu peux même en chemise puis en short, t'as chaud. Genre, je sortais même pas de midi à 3-4 heures, je sortais même pas. C'est bon, parce que toi, la job que t'avais nécessitait pas de temps de sortie. Là. Non. Limite, ils t'ont enfermé quelque part. Là. Comment ils t'ont tenu là-bas? Comment ils t'ont entretenu là-bas? Ils m'ont mis dans une pièce. Ils m'ont donné des patates. Non, ils ont tout aménagé des chambres d'hôtel en studio. C'était vraiment bien fait pour eux. Puis tu sais,
c'est le fun parce que t'as une vue sur la mer. C'est vraiment des très bonnes conditions de travail. Là. Je peux pas chialer. Exceptionnel condition de travail. Moi, chez nous, j'ai un parking devant chez moi. Fait que quand je travaille, c'est pas super motivant, mais là-bas, c'était très nice. Puis, non, j'ai bien beaucoup. Puis à la base, ce projet-là, Love Island, comment toi, t'as jump là-dessus? Genre, c'est comment ça arrive? Au début, ils m'ont proposé. Il y avait des auditions. En fait, il y a eu des auditions pour faire la narration. Puis, a priori, moi, ça m'intéressait plus ou moins parce que je suis pas un fan de télé-réalité. Puis après, quand ils m'ont expliqué un peu c'était quoi le mandat, j'ai fait OK, fait que je niaise un peu les télé-réalités. Puis après, ils m'ont dit ouais, puis tu viens avec nous au Mexique. J'étais comme OK, sounds good. Et, c'est quoi l'audition de Love Island? On regardait des épisodes de d'autres pays. Puis moi, je faisais la narration par-dessus en studio. Fait que j'ai comme réécrit plein de jokes, puis en fait, j'ai rec avec eux autres, puis je pense qu'ils ont aimé le ton humoristique que je donnais à l'émission. C'est-à-dire, souvent, les téléséries se prennent trop au sérieux, puis ça suscite tellement d'émotions chez les gens alors que, tu sais, c'est du divertissement, tout simplement. Fait que moi, je tripais de juste me foutre de la gueule des gens, me foutre de la gueule de la production, me foutre de la gueule des techniciens, puis de ramener ça à ce que c'est-à-dire du divertissement pur et dur. Faut pas essayer d'aller chercher un sens à ça. Les gens essaient de faire ça, là, ils écoutent des téléréalités, puis le lendemain, ils sont comme, ouais, mais tu sais, c'est peut-être parce que... Non, y a pas, c'est juste c'est du divertissement. Là. On est là pour rigoler, puis... Mais c'est parce que c'est vraiment propre à Love Island en tant que tel, parce qu'au Québec, comme, tu sais, l'autre grosse réalité, OD, ça va justement dans cette nuance de est-ce que je déteste cette personne, mais genre, je continue à la regarder, genre, puis là, ça te fait te positionner sur des questions, genre, comme morales, relationnelles, genre, comment la personne deal avec ses émotions, fucking intense, genre. Mais Love Island, c'était comme au contraire, puis le fait que toi, t'étais là, il y a beaucoup de gens qui t'ont suscité beaucoup de commentaires de genre, c'est crissement gossant, ça me déconcentre, ou genre, OK, ça me permet de, comme, écouter ça sans culpabilité parce que même eux qui font le show, ils savent que c'est ridicule, genre. Toi, est-ce que t'anticipais comment ça allait être pris, ta performance aussi? Non, j'anticipais pas. Je pense que... Enfin, moi, je savais comment moi je le voyais. Fait que j'ai dealé avec le contrat à ma manière, tu sais, mais tu sais, dans n'importe quel projet, peu importe ce que tu fais, il va toujours y avoir des gens qui aiment, des gens qui aiment pas. Fait que, ça m'aurait surpris que tout le monde comprenne le ton que j'ai essayé de donner. Puis je pense que la majorité des commentaires que j'ai lus, parce que je lis pas beaucoup les commentaires, c'était ça. Les gens aimaient bien. Il y en a qui trouvaient que c'était trop passé, mais tu sais, au bout du compte, on fait un produit, on l'envoie dans l'univers, puis les gens... Puis surtout que vous êtes tous loin, c'est quand même intéressant. Là. Puis c'est pas comme OD, on sentait pas que vous aviez genre un 3 semaines off. Là. Vous étiez à combien de reculés des épisodes qui sortent, genre? Ah, on était collés au cul, là. Ah ouais? Oui, c'est-à-dire que c'était, je pense, parce qu'à la base, on devait avoir, je pense, quelques jours, très peu, je pense 3 jours mais il y a eu un ouragan, Olaf, qui a déferlé sur la côte ouest et ça nous a mis en retard. Fait qu'après, c'était vraiment short. Moi, des fois, j'écrivais les narrations avec Charles Deschamps, mon co-auteur. On se levait à 1h du mat. Là. On recevait les rushs, 1h du mat jusqu'à 5h du mat. On regarde, on écrit des jokes. On les envoie, sont approuvés à 7h du matin, sont envoyés montage final, ils mettent les sous-titres, puis let's go. Puis ça passe à genre 7h ce soir-là, genre. C'est ça. L'épisode est confirmé des fois la journée même de la diffusion, ce qui est vraiment, vraiment proche. Je sais qu'il y a d'autres, mettons, OD, je pense qu'ils ont comme 1 semaine. Ils ont 2 semaines, 3 semaines. 2 semaines, c'est ça. Mais c'est quand même une journée pour de la télé en général au Québec de être faite, puis à part de la télé en direct, genre, mais juste être faite, puis après être sortie la journée, c'est quand même fou quand même. C'est fou. Le travail, les gens qui travaillaient là-bas, c'était incroyable à quel point ils étaient efficaces, rapides. Une méchante team, là, j'étais impressionné de... Tu sais, parce que moi, je veux dire, je fais les narrations, mais il y en a qui il faut qu'ils se claquent là, du montage, puis il faut qu'ils sélectionnent, tu sais, parce qu'ils filment presque, je sais pas combien d'heures dans une journée, mais presque 24 heures. Après, il faut que tu trouves les moments intéressants, il faut que tu crées une story à travers tout ça, tu fais pas juste montrer des images. C'était de la job, là, c'était vraiment... Puis surtout en temps réel, t'as pas, genre, tu sais, comme... Ça va souvent revenir à comparer à OD. Ouais, tu peux. Mais. Tu dis en temps réel. Ouais, non, c'est ça, en temps réel, mais genre.
OD, ils construisent une histoire, genre, puis comme, mais vous fassiez fucking live, genre, comme, puis il faut que vous soyez right on it, parce que si la storyline que vous voyez, dans le fond, c'est, genre, est-ce qu'il y avait plus de, comme, attends, je peux en formuler la question. Est-ce que, non, toi, t'es pas involved dans la direction de ce show. Toi, est-ce que tu t'es fait refuser beaucoup de blagues à faire? Au début, c'est sûr que tout le monde essaie de comprendre un peu son rôle. Fait que, il y a du essai-erreur. Je pense que pour trouver le ton, ça a pris quelques épisodes. Je me suis pas fait couper trop d'affaires. Des fois, c'était en termes de quantité. Là. Des fois, je pouvais écrire avec Charles 50 jokes dans l'épisode, mais ça devient trop. Là, on les entend quasiment plus. C'est juste moi qui les niaise. Fait on se faisait shorter un peu nos interventions. Mais à partir du moment où tu crées tu crées des personnages avec eux, tu accentues leur personnalité. Fait qu'une fois que c'était établi, après, même nous, on arrivait à Surtout toi, puis fucking Tommy Lee, là, t'as été... Ah, Tommy Lee, ouais, je suis rentré un peu dedans sur Tommy Lee. Mais en même temps, c'est ça le show, tu sais. Je veux dire, Tommy Lee, c'était un élément clé de cette série-là. Puis, faut que tu dises un peu ce que les gens pensent à la maison. Fait que tu prennes le team des téléspectateurs. Fait que moi, depuis le début, Tommy Lee, je suis comme, il va faire quelque chose, lui. Il va faire quelque chose. OK, fait que c'est quoi le take à Mehdi Poseidon sur la situation Annamel, Tommy Lee, Véronica, genre dans le show? T'as-tu regardé le show, toi? Oui, j'ai tout regardé. Parce que l'épisode où avec les... Genre, c'est un des meilleurs épisodes de télé-réalité de l'histoire du Québec. Genre. Quand il revient avec Véronica, mais on l'a tout regardé en groupe. Là. Moi, j'étais là, j'avais commandé du Uber Eats McDo. Uber Comer. Puis, quand je l'ai vu arriver main dans la main avec Véronica, je suis comme, I knew it! I knew it! I knew it! Je savais. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis content pour lui. Là. Je veux dire, c'est nice. Il a trouvé gants à sa main. Je sais pas si c'est ça l'expression, mais ou chaussures à son pied. Mais j'avais le feeling qu'il allait nous surprendre. C'est un garçon très surprenant. De l'intérieur, ça avait-tu l'air sincère, son amour nouveau pour Véronica? Pour vrai, moi, au début, j'y croyais plus ou moins. Mais l'amour de télé-réalité en général. Mais j'ai compris ce qui se passe, en fait. C'est un peu comme dans Dragon Ball. Tu sais, la chambre du temps perdu ou la chambre du temps. Où est-ce qu'ils vont train pendant des années puis ça passe comme pas, genre? C'est ça, en fait, une minute en temps réel, c'est genre 2 jours pour eux. C'est un peu la même chose dans une télé-réalité parce qu'ils sont tout le temps ensemble. Fait qu'une journée, c'est comme une semaine. Fait que, tu sais, quand t'es en couple avec quelqu'un, tu le vois 1-2 fois semaine, des fois 3, si t'habites avec, mais tu le vois pas tout le temps. Fait que ça accentue leur relation. Fait que là, on se dit, comment tu peux tomber amoureux de quelqu'un au point où t'es comme, c'est mon âme sœur après 2 semaines dans une villa au Mexique, mais c'est parce que 2 semaines-là, pour eux, c'est 3 mois. Fait que là, tu comprends, tu sais. Puis là, ils deviennent très soudés, très amis. Fait que je peux comprendre aussi que tu switches. Fait que, mettons, Tommy Lee aurait quitté sa femme avec qui il était depuis 3 ans pour finalement aller avec son amante avec qui il était déjà depuis quelques mois. Tout ça en 3 semaines. Mec, moi, j'ai reçu Annamaël ici pour prendre son témoignage, oui. Et puis, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle vit ça très maturement. Là, comme... En fait, elle était triste, mais... Attends, c'est quoi qu'elle disait? Elle était pas mad, elle trouvait ça fake, elle trouvait que... Genre, il a pas été honnête avec. Puis moi, c'est ça qu'on a conclu, c'est qu'il s'en voulait juste de pas être allé avec Marie-Lou. Genre, je pense que le vrai match avec lui, c'était Marie-Lou, mais même Marie-Lou est revenue avec son ex. Ouais, elle a tué que tout le monde. Là, mais oui, mais elle l'a super bien pris. Mais moi, en regardant l'épisode, je m'attendais à ce que la réaction soit plus tragique, là, plus dramatique. Mais elle a été super bonne, elle l'a très bien reçue. Puis je pense que ça reste aussi un jeu de séduction. Enfin, il faut que tu t'attendes à ce que l'autre personne quitte ou fasse un move comme ça. Surtout quand c'est Tommy Lee. Ben, c'est ça. Mais là, nous, c'est ça, on a eu les inspecteurs puis on a vu que Tommy Lee avait liké des photos de Véronica il y a longtemps. Là. Ah ouais, hein? Fait que... non, elle était déjà dans sa mire. Ils se connaissent tous, c'est sûr qu'ils se connaissent tous. C'est impossible, ils fréquentent souvent les mêmes milieux. C'est dur de faire une télé-réalité où tout le monde se connaît pas. Mais surtout si tu repères juste genre du bassin métropolitain de gens qui vont au Denby-Cumber.
Ouais, ils sont tous au Dunby. Même moi, je vais au Dunby comme Non, mais for real. Mais surtout que Love Island, ça a fonctionné aussi un peu de recrutement. Il y a beaucoup de gens qui sont, comme Annabelle, justement, elle s'est fait recruter pour aller à Love Island. Ouais. C'est presque le draft des téléréalités. C'est quand même fort. Là. C'est parce que tout le monde a déjà... Tu sais, je veux dire, OD, ça fait des années que ça existe. Là, je pense qu'ils sont déjà à la saison quoi, 12? 15. 15. Ouais. Je veux dire, c'est beaucoup de monde qui sont passés tout le Québec a passé en audition. On connaît tous quelqu'un, tu sais, qui a déjà fait une audition, que ce soit OD ou une autre télé-réalité. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu creuses, puis tu peux pas aller... tu peux pas aller trop loin, il faut que tu restes dans ce bassin-là, parce qu'il faut aussi que je trouve des gens qui puissent partir 3 mois ou peu importe le temps que ça dure. Tu sais, la majeure partie des gens peuvent pas. Là. Tu peux pas juste dire à ton boss, yo, je m'en vais 3 mois, chiller dans l'Ouest ou chiller au Mexique, puis tout le monde est comme, ah, c'est chill, y a pas de stress. Fait que les gens qui peuvent... C'est comme une batch claire de gens qui ont pas les bonnes priorités, genre entre 23 et 27 ans. Genre. Ils sont jeunes, ils veulent triper. Mais ouais. Une chose qu'elle avait dit qui m'avait surpris à Love Island, c'était que les candidats buvaient pas tant d'alcool. Genre. Non, c'était limité. C'est limité. Je pense qu'ils disent, je pense que c'est 1 ou 2 consommations par jour. Parce que je pense qu'ils veulent aussi garder un environnement sain. Puis, c'est des participants qui sont jeunes aussi. Fait que, sinon, ça devient une drôle d'émission où tu fais juste saouler des jeunes puis les filmer. Là. Il y a quelque chose... Mais c'est ça, OD, cette année, ils sont tellement drunk cette année, ça n'a pas rapport. Mais là, ils ont slacké. Mais au début de la saison, ils ont get fucking drunk. J'étais comme, what the fuck? C'est sûr que il va y avoir de la merde. Là. Si tu saoules les gens puis tu les filmes. Là, non-stop, bro. C'est vrai, c'est des self-reports. Genre, le monde, je suis comme, anyway. Mais c'est ça qui était le contraste avec Love Island direct, c'était que, comme tu as dit au début, c'est du divertissement. Est-ce que c'était clairement, vous, genre, tu sais, les chicanes, les beefs, toutes ces shit-là, on veut juste pas dive in là-dedans, parce que c'est sûr, il y en a eu, le t'enfermes du monde avec plein de caractères dans une... Est-ce que c'était clair dans la ligne du show? Genre, comme nous, on feed pas dans on veut juste faire du contenu vraiment léger et superficiel. C'est ça l'idée du shit. La différence, je dirais, c'est que c'est très... On veut que ce soit un happy show aussi, tu sais. On va moins dans les problèmes deep. Tu sais, c'est un summer love show. Fait que oui, il va y avoir des conflits, c'est normal, mais on focus moins là-dessus. On focus plus sur les beaux moments entre eux ou sur leur fraternité ou leur amitié, des activités. Puis tu sais, c'est un show qui est quand même très beau côté environnement. Là, on était dans un endroit qui est magnifique. Fait que, les plans de vue sont vraiment beaux. Les dates qu'ils ont sont cool. Fait que, c'est peut-être un peu plus ça. Parce que sinon, ce serait comme étrange d'amener du monde au Mexique. Il fait super beau, puis tout le monde se pogne, puis est dark, puis il reste coincé dans des chambres, puis il se parle pas. Fait qu'il y a ça aussi. Puis je pense qu'il y a comme moins de participants, je pense, aussi. Fait qu'il faut qu'ils s'entendent bien. Fait que quand il y a un beef, on essaie de régler ça ou que ce soit un mini beef, tu sais. Mais on l'a vu là, dans l'île de l'amour, il n'y a pas eu de beef majeur. Puis à chaque fois qu'il y avait un petit fuck, les gens se réglaient ça assez rapidement. Là. Ils allaient se parler ou... On privilégiait beaucoup la conversation. Là, parce qu'en plus, ils vivent ensemble. Ils travaillent techniquement. Parce que techniquement, quand les gens sont là-bas, ils travaillent. Ils sont pas le... Ils ont un salaire. C'est ça, il y a un contrat, les gens. Oui, ils ont un salaire. Je sais pas c'est combien, mais j'imagine qu'ils ont un salaire. Sûrement vraiment infiniment plus petit que le mien, mais ils ont un salaire. Le gars, il dit infiniment. Oui, mais c'est correct. Mais, tu sais, le fait que ça joue à TVA aussi, la TVA, c'est quand même un channel, genre, pas... Tu sais, comme le plus télé-réalité qu'on a, c'est genre Charles Lafortune qui raconte le sub-story de quelqu'un qui sait chanter, tu sais. Ouais. C'est ça vraiment le pic télé-réalité de TV. Là, ils sont allés quelque part d'autre. Ouais, je pense qu'ils essayaient, puis c'est quelque chose qu'ils voulaient tenter. Mais tu sais, avant, c'était sur TVA avant. Ouais, OD, parce que tu sais, il fait Famously comme le plus gros divorce de l'histoire du Québec. Mais Ah oui, celle-là, ouais, j'avais oublié. J'étais comme qui ça? Guy La Liberté? Ouais, c'est ça. Quand il a vendu le Cirque du Soleil à la Chine, non. Mais c'est pas celui-là. Mais ouais, je pense qu'ils veulent... tu sais, il y a un marché au Québec pour les téléréalités, les gens aiment ça. Fait que je pense que c'est bien qu'il y ait une compétition saine. Je pense que c'est ça qui... Nous, on parle pas d'OD dans l'émission. OD parle pas de nous. Fait qu'on chacun fait ses trucs de son bord. OD, il hate sur vous tout le temps. Hein? Pour vrai? Yeah, for sure. Non. Il y a comme une grosse photo de toi avec un X dessus.
dans la maison d'OD. Puis au début, moi, j'étais tout seul à dire, comme vous trouvez pas ça bizarre que genre, c'est comme si presque une menace de mort à Mehdi. Tout le monde a dit non, c'est correct. Puis c'est parce que c'était arabe qui m'ont dit après. Je veux la voir, cette photo-là. Mais toi, qui es un fan d'art distingué puis qui aime la grande art, l'art classique, ouais, les gens qui disent... les gens qui disent qu'une série comme ça, c'est genre complètement abrutissant, puis c'est pas bon pour la culture ou c'est pas bon pour la télé. Qu'est-ce que t'en penses? Non, je pense qu'il faut que tu saches ce que tu regardes. C'est ça, je veux dire, moi, si je veux voir un film d'action, j'écoute un film d'action. Je vais pas aller regarder une comédie romantique en chialant puis en disant yo, comment ça qu'il n'y a pas de voiture, puis il n'y a pas de gun, puis où James Bond. Tu sais, je veux dire, il faut qu'il y ait de tout. C'est comme un buffet, puis après, tu manges ce que ça te tente. Je fais beaucoup d'analyses au buffet parce que j'ai mangé ça pendant 6 semaines. Mais donc, il faut des émissions comme ça. C'est des émissions de divertissement, justement. Sinon, je pense pas que tout le monde triperait de rentrer à la maison puis tomber sur des documentaires sur la guerre du Kosovo en soupant, tu sais. Fait que je pense que ça a sa place. Après, c'est à toi de le consommer modérément ou comme tu l'aimes. Fait que moi, j'ai trouvé ça étrange des fois qu'il y ait des gens qui critiquaient puis qui disaient ouais, mais tu sais, ça vole pas haut, ou tu sais, les conversations sont très, très, très simples, superficielles. Je suis comme oui, mais c'est ça le but de l'émission, c'est on veut pas on peut le faire des débats intellectuels. On peut faire là, des débats, là. C'est des jeunes qui trouvent l'amour à la plage, là. C'est un truc à l'eau de rose, puis fait qu'après, si tu chiales, c'est étrange. Moi, tu sais, je vais pas aller dire sont où les instruments quand je suis au maxi, tu sais. Vous avez pas de guitare. Mais non, si t'es au maxi, tabarnak. For sure. Mais c'est ce que je pense que le monde, souvent, je voyais des commentaires de même, c'est quand ils postaient des clips sur le Facebook, justement, de TVA, qu'eux, ils sont juste là pour pas aimer les musulmans d'habitude, puis là, ils sont comme, yo, what the fuck, man? C'est qui ces jeunes-là? C'est ça le futur du Québec? Non, mais écoutez les émissions, il y en a plein des super bonnes émissions de débat ou des documentaires, mais ils vont pas voir ces émissions-là, ils préfèrent aller critiquer. Mais bon, comme je t'ai dit tantôt, il y aura toujours des gens pour critiquer. Puis ça fait partie de la game. Hein. Moi, on s'est déjà vu, tu jouais une game d'impro à Momo, je pense que c'était une game d'ancien. J'étais à cette game d'ancien. Ouais? Ben, je regardais la game. OK. Puis j'étais à la machine distributrice, je pense. Puis toi, t'es allé à la machine distributrice. Puis là, t'as commandé ton shit. Puis il y avait un kid, puis son père juste à côté. Puis là, le kid, il s'est retourné. Il a ouvert les yeux tellement gros. Il a fait « Papa, c'est Med! » Ouais. voir que j'étais à une machine distributrice, ça doit faire longtemps. Je vais prendre le shit, le gros beigne dégueulasse trempé dans du sucre qui a genre 1900 calories. Ah ouais, ça date quand même, au mot. Hein. Le mime. C'était une bonne era de ta vie, de l'impro? L'impro, ça sera toujours. Oh ouais, moi j'ai tellement trippé improvisation. Je trippe toujours. Là. C'est vraiment une de mes activités préférées. Tu sais, moi j'ai fini en humour parce que je trippais en impro. Fait que anytime, là, surtout avec le mime, là, qui était mon équipe du cégep que je porte très fièrement sur mon cœur. Et où la cam, est-ce mime? C'est drôle parce que... Toi, t'étais à Momo? Non, moi, j'étais pas à Momo. Moi, j'étais à Lionel. Mais j'avais un ami qui jouait à Momo, qui était dans les mimes, justement. C'était qui? C'était Zach Bryson. Zach Bryson? Ouais, petit blond. Il était plus jeune que toi. Shout-out à Zach, il y a un shout-out, là. Zach Bryson. Maintenant, il est dans la NHL. C'est vraiment un autre joueur de hockey. Zach Bryson. Shout-out à lui, man. On a dit son government name. Tout le monde n'allait pas le doxer, là, comme... Mais toi, est-ce que tu irais dans une télé-réalité? Je pense pas. Mais c'est pas nécessairement parce que je voudrais pas participer. C'est que mon mode de vie fitterait pas, je me sentirais juste comme... Faut que tu checkes ton sel, genre. Pas que je check mon sel, mais moi déjà, je vis seul depuis quand même un bon moment, puis j'ai besoin d'être seul. Je ne trippe pas être en groupe longtemps. Tu sais, je veux dire, avec des amis, pendant une fête, ça va, mais je passe quand même beaucoup de temps seul, puis je travaille seul. Je deviendrais une autre facette de moi-même. Puis je suis sûr que tous les gens qui font de la télé-réalité changent un peu une fois sur place, parce qu'il faut que tu deviennes un coloc
qui est tout le temps filmé, je peux pas croire qu'ils sont exactement pareils dans la vraie vie. Tu peux pas, juste... tu peux pas, mais c'est pas ça le move, là. C'est comme, tu sais que t'es filmé tout le temps, vu que tu sais que t'es filmé, t'es juste différent. Ouais, tu sais que t'es filmé, puis t'es avec du monde, des fois inconnu, fait qu'il faut que tu comme build up ta personnalité pour marquer comme... Je sais que je suis comme ça, fait qu'il faut que t'accentues des aspects de ta personnalité. Moi, quand je suis entre amis, j'agis pas de la même manière quand je suis tout seul. Ce serait weird chez nous, en chest, en train de caler des shots tout seul. Ce serait vraiment absurde. Puis, ouais, mais même, je fais pas ça avec mes amis, mais bref. Il est en chest, caler des shots. Genre le même, man. Mais tu sais, je suis très calme aussi dans la vie. Je suis pas quelqu'un qui aime l'attention, à part sur scène ou devant une caméra. Mais dans la vie, je suis assez relax. Fait que là-bas, probablement que je serais un très mauvais concurrent. Mais genre Big Brother, genre, avec d'autres stars. Ils me l'ont proposé, Big Brother. Ils m'ont proposé de le faire, puis j'ai refusé pour exactement ces raisons-ci. Comme, vous allez pas avoir de bon footage avec moi. Je vais toujours être dans un coin en train de juger. C'est ça, moi aussi, l'argument que j'ai. Je pense que ma ma personnalité long time, c'est juste moi tout seul qui est juste comme... Yo. Qu'est-ce que tu fais, genre? T'es sérieux? Tu veux vraiment dire ça? Puis je rappellerai à tout le... Parce que les gens ont tendance à oublier qu'il y a des caméras. Moi, je serais le gars qui est comme... Non, les gars! Les gars! Ta gueule! Yeah, c'est sûr que tu serais mais c'est ça qu'ils profitent dessus, surtout OD. Eux, ils sont parfaits à les matrixer, genre, qu'ils oublient qu'ils sont filmés, genre, puis qu'ils vivent le plus à fleur de peau tout, genre, puis c'est ça qui donne le bon show, là. Quand t'as un gars comme Robin, là, qui est là, ça fait 6 semaines, qui a plus aucune perception de la réalité, genre, c'est là que t'as le bon footage de lui qui braille, genre, puis là, c'est ça leur fucking shit, genre. Il faut qu'il te fasse oublier qu'il y a des caméras. Et ça marche, là. Les gens finissent par oublier parce que ça fait partie du quotidien. On est fait pour s'adapter à une situation. Puis là, je suis sûr que même quand ils reviennent chez eux, après, genre, ils marchent, puis ils sont dans leur appart, puis... C'est sûr qu'il y a un avant puis un après télé-réalité dans ta vie. Oui. Ils viennent fous. Après, ils regardent tout le temps dans les coins de mur, ils parlent à leur miroir. Ils vivent le shit, il faut qu'il y ait un confessionnal quelque part. Ou je sais pas. Ils vont tous retourner à l'église, aller parler au prêtre. Là, Jimmy m'a menti. Mais c'était comme... C'est vrai, c'est thérapeutique, mais surtout qu'ils sont tout seuls devant une cam. Moi, j'ai tout le temps tendance à croire qu'il y a quelqu'un devant eux. Là. Moi, ils m'ont expliqué, ils sont juste tout seuls, ils parlent tout seuls. Je suis comme shit. Ils voient pas la personne, mais c'est presque comme si. Là, c'est un appel. Genre. C'est un appel, ouais. Ah, ok. Ouais. Mais... les téléréalités, c'est genre cette espèce de weird entre du divertissement puis genre une expérience sociologique, genre. Littéralement. C'est sûr que c'est une expérience. C'est né d'une expérience psychologique. On veut analyser les comportements. Puis c'est pour ça que ça marche autant. Parce que c'est ça, là. C'est un laboratoire, en quelque sorte, contrôlé. Tu mets des individus, tu les mets dans des différentes situations, puis tu regardes comment ils réagissent. T'sais. Fait que puis c'est là que tu vois tout. Tu vois que voyons, j'ai bien de la misère avec mes mots. Ils adoptent des comportements particuliers. Et là, tu les changes d'endroit, tu leur enlèves un peu de liberté, tu leur redonnes de la liberté. C'est vraiment une expérience pure et dure, là. Ouais, c'est ça. Fait que est-ce que tu penses qu'il va y avoir une autre saison de Love Island? Est-ce que ça a été renouvelé? Je sais pas. J'ai pas de hint. Je pense qu'il est peut-être trop tôt pour dire. On a terminé, ça fait 2 semaines. Fait que... I don't know. T'aimerais-tu ça, toi, faire la 2e semaine? S'il y en a une, c'est sûr que oui. Oh. Oui, c'est sûr que oui. Moi, je trippe. J'ai adoré mon expérience. J'ai eu du fun. Non, moi, je serais vraiment down. En plus, il y a une île, hein, Love Island. Comment ça? Ils ont fait la production du show à une île, genre? C'est un concept, je pense, qui est néerlandais. À la base, qui est vendu dans une 20aine, 30aine de pays. Puis ils ont acheté une île qui est la Love Island, où il y a déjà toutes les installations, Pour produire le show. Pour produire le show, fait que les pays peuvent juste aller là. Ça, c'est smart. C'est smart, tu dis. Déjà, acheter une île, c'est smart, là. Déjà, en partant. Tout le monde veut acheter une île. Puis, tout le monde. Jeffrey Epstein, il avait une île, puis ça a mal fini, man. C'est vrai. C'est un très bon exemple. C'est vrai. Donc, fuck les îles. Je viens de m'arranger pour qu'on shadowban cet épisode-là, c'est correct. Là.
Yeah, non, mais ça, c'est smart parce que c'est comme. Mais tu sais, The Circle aussi, ils font ça sur Netflix. Je sais pas si t'as vu The Circle, ils ont genre cette espèce de building où comme ils font genre. Tous les pays sont dans le même building, genre. Ah, ça, je savais pas. Yeah. C'est où? C'est aux States? Je sais pas si c'est aux States, mais comme la meilleure. Moi, j'ai juste. The Circle France, bro. C'est une des meilleures saisons de télé-réalité ever. Genre, j'adore ça. J'ai regardé comme vite fait, mais j'ai compris le principe, mais je savais pas si ça sortait bien à l'écran, mais ça a l'air cool. Yeah, c'est chill, puis c'est comme l'espèce d'affaire où est-ce que, genre, justement, cette affaire du catfish, genre, où est-ce que c'est ça, cet aspect-là qui est fucking bon, genre. Tu sais, mais là, je vais pas pour The Circle France, là, mais comme, bro, ça peut aller loin, là. Si t'es un bon acteur, bro, c'est genre, c'est même c'est crève-cœur, bro. Imagine, t'es un dude, puis t'as un autre dude qui est là dans sa chambre, lui, qui rit toi, puis vous racontez des shit. Tu sais, ça va vraiment dans, genre, le gars, il tombe en amour avec cette fille-là, puis c'est un autre dude qui est de l'autre bord. Ah, man, ah oui, ils font ça, hein? Ouais, c'est ça. Tu modifies ta voix? Non, c'est par texte. Ils se textent, Ouais. ils les mettent dans des pièces, puis ils se textent. Ils se rencontrent jamais. Mais je pensais qu'au moins, ils se parlaient. Non, c'est vraiment juste genre des statuts, soit publics, soit des group chats, soit des chats, genre c'est tout sur genre Internet, genre. Ah bah ouais, c'est deep. Oh, c'est genre... Ah oui, puis il y en a eu un, c'est ça, il pensait qu'il tombait amoureux d'un... Legit, c'était comme ma chérie, mon robinichou, tout. Mais ça donne... Là, on va spoil, OK, dans le fond. Ça donne place à une des meilleures scènes de télé, c'est quand il fait comme, la prochaine qui arrive, c'est ta Steph. Puis là, c'est juste un dude qui arrive, puis il se regarde. Puis le gars, il est juste tellement honte, mais c'est tellement drôle. Il a le plus gros fou rire, genre. C'est juste tellement drôle, genre, qu'il réalise. Parce que, tu sais, il y a des scènes intenses parce qu'il est dans le bain, genre, puis il est comme, je suis dans le bain. Tu sais, comme limite érotique, genre. Comme ah, man, ils ont sexté et tout. Ah, nice. Ah, shit. OK. Ils sont deep au cercle. Ça, c'est le Cercle France? Ouais, ben, The Circle. Il dit The Circle. Le Clossaire. Le Clossaire, la réalité télé. En plus, j'ai écouté un de tes numéros, man. Aujourd'hui, j'ai écouté tes numéros que t'as fait à Paris, man. Au Jamel, au Club. Au Jamel, oui. Ça date, ça. Ouais. Où j'avais serré la main, mais pas du bon bord à Jamel, comme un con. Oh my God. J'étais super nerveux, parce que c'était la première fois que je le croisais, puis j'ai juste pas donné la bonne main. Je me rappelle plus c'était laquelle, mais j'ai envoyé ma main vers l'autre. Fait que j'ai juste fait... Ah, yikes. Ah, man. J'espère qu'il a pas pensé que j'ai fait exprès, là, mais... Oh mon Dieu, c'est sûr qu'il a pensé que t'as fait exprès. Ouais, il s'est dit, lui, il se trouve drôle. Pute, toi. Checker comment tu fucking essayais de faire de l'humour pour les Français. Là. C'est comme dire à un gars du 25e oui. que... Il faut que tu adaptes tes jokes, parce que sinon, ils comprennent pas. Puis là, j'essayais d'adapter Hochelag et Laval. Longueuil et Laval, et ça s'est retrouvé à être le 95 et le 93. Je faisais la joke, je savais même pas de quoi je parlais. Je suis comme, est-ce qu'on va avoir une maison de campagne dans le 93? Mais il faut que tu le fasses, il faut que tu adaptes tes jokes. Je trouve que c'est vraiment important. Est-ce que c'est quand même drôle? Parce que même moi, quand je l'ai vu, j'étais comme, est-ce qu'il sait de quoi qu'il parle? C'est drôle que tu me dises ça live. J'étais comme, c'est quoi le quartier, mettons, un peu populaire? Puis il était comme, le 93, 94. Puis j'étais comme, je me rappelle plus c'était quoi l'autre, mais j'étais quand même, puis un quartier, genre, l'équivalent de je pense que c'est des beaufs qu'ils disent. Des beaufs comme des beaux-frères, genre, un peu. En tout cas, puis là, ils m'ont dit, le 96 ou 97. Fait que j'étais comme, alright. Je vous fais confiance. Je vais aller devant 300 personnes dire ça. 300 plus la télé. Fait que 15 millions. Plus c'est ça, le 1,2 million de views sur YouTube. Good old days. J'ai pas vu c'était combien de... Je sais pas, je m'en rappelle plus. Tu dis Good old days, c'est un autre era, c'est quand tu commençais l'humour. Ouais. Quand j'ai commencé, j'allais toujours à Paris chaque année. Puis j'allais jouer à Paris. Je trouvais ça nice. Faire des cafés sans trop savoir où tu t'en vas. Tu arrives, tu fais un show, tu rencontres d'autres humoristes, ils te proposent d'autres scènes. Je trouve ça vraiment, vraiment cool. Moi, je pense que c'est le plus nice mode de vie. Tu t'écris le jour, tu joues le soir, tu recommences. T'écris, tu joues, t'écris. Puis, tu sais, maintenant, t'es tellement dans beaucoup de projets tout le temps. Là, on parlait avant, mais tu te prépares. Est-ce que c'est public que t'es dans le bye-bye cette année? Oui, ça a été annoncé. Fait que tu travailles sur bye-bye, t'es Love Island déjà. Est-ce que t'as encore ce temps de faire de l'humour? Est-ce que tu travailles sur de l'humour? T'aimes-tu encore l'humour? J'adore l'humour, mais c'est vrai que c'est pas tant le temps, mais c'est que l'année dernière, avec toute l'année qu'on a eue, c'était dur de roder. Je pense, il y a des gens qui sont bons pour écrire sans roder, sans jouer, mais moi, je trouve que c'est enlever 50% du processus. Okay.
comme si tu cuisines, puis après, tu jettes ta bouffe. Tu la manges pas. Fait que je trouve ça important de jouer, puis comme on pouvait pas jouer, je voyais pas l'intérêt d'écrire. Okay. Alors que j'avais quand même du temps. Tu sais, je pouvais confiner chez nous écrire, mais ça servait à quoi? Ça sert à quoi d'écrire des jokes si t'es le seul à les écouter? Là? Comme disait, je sais pas trop qui, dans les Simpsons, si un arbre tombe dans une forêt où il y a personne, est-ce qu'il fait quand même du bruit? J'ai jamais compris l'essence de cette question, mais... C'est quand même une question deep. Là, c'est un vieux paradoxe. Tu penses-tu que si un arbre tombe dans la forêt et personne n'est là pour l'entendre, il fait du bruit? Moi, je pense, logiquement, oui, il fait du bruit, mais il y a personne qui est là pour l'entendre. Fait que... Qui sait? Qui sait, ouais. Les insectes qui étaient là. Ou la caméra. Mais tu sais, avec les caméras, là, on brise ce mythe. Ouais. Mais s'il n'y avait pas de caméra, là. Est-ce que le monde existe, Miz? Je crois que oui, mais il est plat. C'est tout ce que je peux dire. Yeah, for real, tu penses que le monde est plat? Non, je pense pas. Ah, fuck. J'étais sûr qu'on l'avait, là. On t'avait catch. Sinon, les globes terrestres seraient pas ronds. You heard it here Quoi qu'il y a des cartes aussi, fuck. Yeah. Moi, je sais pas. La Terre est sûrement ronde. C'est de fortes chances. Mais tu sais, ils payent tu peux payer, genre, c'était une podcast fuck, mais je pense que c'était genre, justement, fucking Joe Rogan avec Alex Jones, avec fucking l'autre gars fou qui est legit un flat earther, puis il était comme, yo, là, Eddie Bravo, c'est genre l'ami à Joe Rogan, il est comme, là, on va te payer 10 000 $, tu vas dans une montgolfière, tu fais le fucking tour du monde, tu vas nous laisser tranquille avec ta terre plate, genre, va le fucking voir, genre. J'aime à quel point il n'y a aucune idée combien ça coûte cher faire de la montgolfière. 10 000 $, fais le tour du monde. Ouais, alright. Ça coûte un peu plus cher, tu penses? Je pense que 10 000 $, tu sors du Canada avec le prix du gaz, là aussi. 10 000 $, fait la... Mais non, je trouve... J'aime le débat qu'il y a parce que je trouve ça quand même intéressant. C'est comme un peu... c'est comme quand on était genre au primaire ou secondaire puis qu'il y avait des débats. C'est sûr qu'il y a toujours un côté du débat qui est plus facile à défendre. J'aime l'idée qu'il y a des gens qui fassent « Non, la Terre est plate. » Je suis comme « OK, alright, I see where you're going. Maintenant, donne-moi des arguments. » Puis qui réussissent à trouver des arguments, tu sais, qui sont pas nécessairement valables, mais j'aime... C'est comme les avocats qui défendent les pires criminels. Tout le monde sait qu'il l'a tué. Mais il y a quand même un gars qui fait « Attendez un instant. Oui, il l'a tué, mais il voulait pas nécessairement. » Tu sais, il faut qu'il fasse une défense. Il faut qu'il fasse une défense, puis tant mieux s'il y a des gens qui pensent que la Terre est plate. Go, let's go. Tant mieux qu'il y ait du monde qui pense que la Terre est plate jusqu'à temps qu'ils envahissent le Capitole le 6 janvier, tu sais. Ouais. Mais ça, c'était que des flat earthers. Non, c'était ça le but, c'était pour unveil le flat earth, big. T'as pas suivi le message. Voilà, au début, je pensais que c'était des chèvres qui rentraient. J'ai fait, attends, c'est des humains ici. Ah man, ça c'était fou. Yeah, ça c'était un movie, legit real life movie. Là. C'était weird tout ça. Je suis sûr que c'était orchestré. Ah ouais? Ouais, je sais pas. Ils ont fait trop de films, les Américains, pour que des trucs comme ça arrivent. Trop de films. C'est quand même la première fois que j'entends ce take-là. Ils ont fait trop de films. Ils connaissent tous les scénarios. Ils sont capables d'anticiper n'importe quoi. Là. Ils ont tout fait. Non, comme il va y avoir d'autres enquêtes, mais c'est clair que, genre, tu sais, juste le journée même, ils mettaient les photos de pendant le BLM protest, puis pendant ça, la National Guard était là, les tanks étaient là pour le BLM, puis pour cette fucking 500 000 personnes, y a pas... Mais c'est genre, c'est fucking... Ah, il y a un gars avec une tête de chèvre, ou je sais pas trop, c'était une tête de quoi, là, qu'il y avait. Oh, personne l'a spot, lui, dans le métro aussi, avec sa tête de... Ils l'ont filmé, c'est shit de viking, là. Ben oui, personne dans la rue, lui arrive, marche en auto, relax, il rentre. Yeah, man. Lui, il est accusé de terrorisme. Là. J'espère. Terrorisme, j'imagine qu'il a maltraité des animaux aussi. Il l'a pas trouvé au Rossi, sa tête. Là. Le gars, il a décapité un animal pour envahir le Capitole. Okay. Puis c'est ça qui est drôle avec ça, c'est que t'espères qu'ils envahissent le Capitole. Comment qu'ils on fait la révolution live, on est prêt, ça fait des mois qu'on planifie ça. Les gars, ils ont envahi le Capitole pour prendre des selfies, là, legit, genre real life shit. Je prends des photos. Là. Ouais. Ah non, c'est pour ça que j'ai pas trop compris c'était quoi l'objectif de tout ça. Là. Moi, j'étais comme, yo, c'est le nouveau Far Cry qui sort. C'est juste... C'est quoi cette affaire-là? Mais tu sais qu'il se planifie un envahissement de l'Hôtel de Ville de Québec. Pour vrai? Ouais, parce qu'ils ont annoncé la gagnante, puis c'était pas la gagnante. Là, le monde crie tout à Election Fraud. Non, c'est pas vrai. Personne crie à ça. Je pars le mouvement, là. Il y a fucking 13 personnes qui ont voté. Puis là, ils sont comme, là, c'est de la fraude!
Mais yo, c'est ça que j'ai tweeté aujourd'hui. J'ai dit le taux de participation pour le candidat coup de cœur de OD est déjà plus haut que le taux de participation. Ah, ils devraient faire ça. Hein. Ils devraient faire maintenant les politiciens. Laissez faire vos campagnes. On les met dans une maison pendant 2 mois. Bro. Puis là, on va voter. Là, tu l'as l'affaire. Parce que pour vrai, moi, c'est ça que je dis au moins qu'ils fassent des podcasts, tu sais, qu'ils soient capables de parler pendant plus qu'une heure. Mais toi, les enfermer, c'est le meilleur plan. Mais juste que pendant le débat, pendant les élections, qu'ils soient capables de s'asseoir straight up 3 heures, puis juste jaser, genre. Juste qu'on les voit pendant plus qu'une heure. Parce qu'après, genre, c'est comme. Les gars, ils font. T'as-tu vu les débats des chefs? T'étais au Mexique. Est-ce que t'as eu la chance de regarder les débats des chefs? J'ai vu, je pense, des moments, mais j'ai pas vu l'intégralité. Oh my god, bro. C'est des présentations orales, c'est pas des débats. C'est ça. Laissez-les prouver tous leurs points, puis allonger le moment. Ouais. À un moment donné, ils n'auront plus rien à se dire. Là, ils vont commencer à. On va avoir leur vraie pensée. Là. C'est juste une question de temps. C'est ça, le jeu que. Ah, c'est que ça, c'était pour parler de Bye Bye. Une des seules jokes de Bye Bye, oui, la joke qui est restée avec moi depuis, c'est la joke de. Je pense que c'était justement en 2019, Justin qui aime les déguisements, genre. Oui. Ça, c'est tellement drôle. Bro, je me déguisais. Oui, je l'avais fait celle-là où il était en super. Ah non, il y avait Blackface aussi. Ouais, c'est les demi-blackface. Ah ouais, puis comme est-ce que tu veux te déguiser comme. Ah, c'est comme sa kryptonite. Là. J'ai des déguisements. Ah! Ça, c'est juste cette année-là, quand vous avez fait c'était une grosse discussion. Ah ouais, vous aviez fait le cutaway de. On fait-tu un blackface ou on fait pas de blackface? Ouais, fait que là, il était half and half. Puis moi, je faisais Jack Meeting. Puis je pense que ça a pris comme 6 heures de maquillage. Puis je dis juste, je suis Jack Meeting. C'était ma seule phrase. 6 heures pour une phrase. C'est combien d'heures de travail un bye-bye pour toi, genre? C'est combien de temps, genre? Je sais pas en heures exactement, mais tu sais, c'est quand même... c'est un gros bloc, là. C'est un méchant bloc, là. D'habitude, comme je peux faire plusieurs tournages en même temps, mais quand le bye-bye commence, j'arrête presque tout. Parce que c'est hyper exigeant, puis tu te lèves très tôt le matin, tu peux finir très tard le soir. C'est épuisant aussi, là, parce que c'est quand même... C'est des gros budgets, c'est des gros studios. Non, c'est vraiment épuisant. Puis même l'équipe technique aussi, ils font des miracles. Un matin, tu vas dans le studio, c'est comme un décor, t'es dans un centre commercial, t'as un autre studio que c'est un restaurant. Tu reviens le lendemain, puis c'est genre une chambre, une clinique, clinique de médecins. Fait qu'ils détruisent le décor et reconstruisent. Détruisent et reconstruisent. C'est fou, là. C'est un gros achievement juste d'artisanat en général. Ouais, c'est tout le monde, c'est les gens qui travaillent sur le bye-bye sont tous vraiment très forts. Tu sais, les maquilleurs, maquilleuses, coiffeurs, quoi. C'est intense, là. Ils peuvent te transformer la face. Faut que tu sois patient, par exemple. Parce que tu es assis sur une chaise, des fois, pendant plusieurs heures, pendant qu'ils te modifient, puis tout. Puis des fois, c'est pour... C'est un plan, là. À un moment donné, ils me déguisaient en vieille madame, puis ça a pris comme 2 heures, 2 heures et demie. Puis je faisais juste comme, mes masques! Puis c'était un plan. Fait que c'est épuisant. Puis c'est beaucoup d'attente aussi, parce que souvent les tournages, t'attends beaucoup, mais c'est ça qui est épuisant. C'est pas nécessairement de tourner, c'est tourner, attendre, attendre, tourner, attendre. Puis ça te fait des journées là, où t'es up, down. Fait que le soir, tu rentres. C'est souvent mon mois le plus relax, le bye-bye, là, où je rentre chez nous, je tombe directement endormi. Ouais. C'est grosse. Puis c'est ça, c'est high pressure, là, parce que c'est comme. C'est scruté en crise, là, qu'est-ce qui se passe dans le bye-bye. Là. C'est ça, c'est l'émission la plus regardée de l'année. Fait que chaque détail compte, puis tu te donnes à 100%. Puis on dit que se donner à 100%, c'est épuisant. On va aller plus sérieux comme question. Sophie Durocher, chroniqueuse du Journal de Montréal, elle t'utilise souvent pour dire qu'il y a de la diversité dans les médias. Dire médias étaient dans le bye-bye. Il y a de la diversité dans les médias. Médias étaient dans le bye-bye. C'est comment ce fardeau d'être le représentant de la diversité dans les médias? C'est vrai qu'elle m'utilise souvent. Écoute, moi, mon objectif, c'est qu'il y ait de plus en plus de gens de la diversité qui rentrent dans le milieu du showbiz. C'est une des raisons pour laquelle je suis resté, pas rentré, mais resté. C'est ça, c'est de faire une promotion, parce que c'est souvent pas une job qui est très attirante pour des jeunes immigrants.
comme un milieu qui est souvent présenté comme instable, c'est difficile, tu sais jamais si tu vas travailler, tu es à contrat. Mais ça fait un cercle vicieux où les jeunes ne veulent pas aller là-dedans parce que soit eux, soit leur famille sont comme prends un path plus sûr. Fait que finalement, ils sont pas représentés, on les voit pas à la télé parce qu'il n'y a pas de candidat. Puis après, ben, c'est ça, la boucle se boucle. Où là, s'il n'y en a pas à la télé, les jeunes ne sont pas représentés dans ce qu'ils voient, ils le font pas, et ainsi de suite. Fait que moi, je me vois comme un ambassadeur de ça, puis je veux que les jeunes fassent OK, si lui, il peut le faire, moi aussi, je peux le faire, tu sais, comme je l'ai dit souvent, fait que, tu sais, qu'on utilise mon nom pour faire la promotion de la diversité, je suis totalement d'accord. Ça dépend après, c'est quoi le reste de l'article. Mais c'était plus comme... C'était après qu'Adib, justement, a pensé à Tout le monde en parle, puis c'est comme... Adib, je sens qu'il n'y a pas de diversité, mais Mehdi était dans mon bye-bye, puis il y a vraiment... Le 25% que Mehdi était là, il y avait un arabe. J'ai dit qu'il y avait un arabe. Non, faut pas qu'il y ait des... Non. Si c'est utilisé comme ça, non. Là, tu peux pas dire que moi, il y avait un Asiatique dans le film, on est chill. On a notre laissez-passer, c'est bon, on a engagé un Asiatique. Non, je pense aussi que c'est des gens qui veulent toujours comme un peu me jeter de l'huile sur le feu, fait que... Des réactionnaires. C'est des réactionnaires. Je suis sûr que la majeure partie du temps, ils pensent pas ce qu'ils disent. Il faut juste que quelqu'un dise l'inverse. Le même principe que, comme j'ai dit tantôt, il faut un avocat pour défendre les indéfendables. Il faut des Sophie Durocher pour traiter de l'information. Parce que si demain, il y a une tsunami qui frappe Québec, elle va dire « Ouais, non, il n'y en a pas eu. » Non, il n'y a pas eu de tsunami. C'est pas exactement ça. Ou c'est positif qu'il y ait eu un tsunami. Faut juste... C'est super simple. Dès que l'opinion publique a tranché, tu vas de l'autre côté. Fait que si l'opinion publique change, elle va changer. Si tout le monde se met je sais pas, moi, dire qu'il y a trop de diversité à la télévision québécoise... Mais c'est ça qu'on entend souvent ces temps-ci. En fait, pour revenir à notre échange, Sophie Durocher, grosse affection. C'était la disque. Et là, c'était... Là, il y avait la disque parce que Sarah May a présenté un prix. Là, ça a été la pause. La publicité, c'était un couple biracial. La publicité, c'était un noir. Là, elle a vraiment énuméré chaque fois qu'elle a vu quelqu'un de diversité. Puis elle était comme, c'est trop. Maintenant, on est rendu à trop. Quel racisme systémique, il y en a trop, là. Ouais, mais déjà, les gens qui comptent le nombre d'ethnies dans des émissions, ça commence mal. On est supposé arriver à un point où on ne remarque plus ça. Il faut que ce soit représentatif, puis qu'on soit pas comme là, ça fait 2 blancs, donc techniquement, la prochaine présentation, ça va être un noir. Là, il y a eu 2 homosexuels, fait que logiquement, il devrait y avoir 2 hétéros. Faut juste pas calculer. Quand on commence à isoler les gens, puis à les calculer, c'est jamais bon. On l'a vu dans l'histoire que quand tu isoles puis que tu commences à compter du monde, ça s'en va dans rien de bon. Fait que je pense pas qu'il faut le voir comme ça. Puis je pense qu'il faut juste donner sa chance à tout le monde. Puis naturellement, ça va se faire. Là, c'était l'inverse pendant quelques années. Je pense qu'au lieu, on n'engageait pas d'ethnie, mais pour les mauvaises raisons. C'est pas, parce qu'il n'y avait pas de candidats. Mais maintenant, il y en a. Il y a de plus en plus de jeunes issus de partout dans le monde qui vivent au Québec, qui participent au showbiz. Fait que c'est normal que ça prend un peu de temps parce qu'il faut qu'ils pénètrent dans le milieu, faut qu'ils donnent le goût à d'autres de venir, puis ça va se faire organiquement, tu sais. Après, de commencer à calculer les gens comme ça, je pense pas que c'est nécessairement bon. C'est productif. Non, Puis c'est aussi, tu sais, j'ai parlé ça à dire, ta génération, genre le après Rachid Badouri, puis il y a un avant, après, là, vous étiez la classe juste après Rachid Badouri. Vous mangez beaucoup aussi, toi, Adib, surtout, beaucoup de la communauté immigrante, dire, eux, c'est des Québécisés, eux, ils sont... Fait que tu gagnes jamais, genre, quand t'es avec Sophie Durocher, toi, t'es la minorité, t'es la diversité qu'on nous oblige, puis quand les gens de ta communauté te regardent, c'est comme, non, mais toi, t'es lui qui est québécisé pour eux, genre. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ce discours-là? C'est encore la même chose où on veut mettre les gens dans des catégories. C'est ça. Là, ils vont dire, ouais, mais lui, c'est pas un vrai arabe. Tu sais, il faut juste... Ils vont toujours... Les gens chialent tout le temps. Ils vont toujours chialer. Tu mets
tu mets, tu sais, les gens chialent. Il y avait la diversité corporelle. Pendant des années, ici, on n'en a pas parlé. Là, maintenant, ils sont comme, ouais, il n'y a pas assez de diversité corporelle. Je suis sûr qu'aux prochains Olympiques, OK, genre le 100 mètres masculin, ils vont dire pas assez de diversité corporelle. Comment ça se fait qu'ils sont toutes cotes, esti? Hein? Il n'y a pas de diversité culturelle, tu sais? Ouais, mais ça, c'est Love Island de manger un peu de flack à cause que tout le monde avait la même shape. Je suis comme... C'est ça le but de l'émission, that's it. On veut des gens qui soient sveltes, puis qui soient... surtout des gens qui, ils passent leur temps en maillot. Faut qu'ils soient... faut qu'ils soient de type gens qui sont... qui sont tout le temps en maillot, puis qu'ils sont... Pas qu'ils sont... Ben, tu peux être à l'aise, mais mettons, moi, tu me dis, t'es en maillot pendant 6 semaines. Je suis pas honte de mon corps, mais je serais pas à l'aise d'être tout le temps en maillot. Ça prend des douchebags. Faut dire les choses comme qui sont... Des douchebags ou autre chose. Cette catégorie. Il n'y a pas de classification sociale. Il n'y a pas de classification. Mais les gens vont toujours se plaindre. Fait qu'à un moment donné, il faut faire un peu fi de ça, ou du moins... Mais c'est ça. Mais pour qu'il y ait des... Comme moi, je trouve le meilleur, tu sais, Oussama Fares, qui genre Faris, lui qui va pogner... qui va être un gros humoriste, moi, je pense, au Québec un jour. Mais qu'il y a cet humour que j'ai l'impression qu'il vient de Saint-Léonard, il y a l'accent, il y a le drip. Pour que lui pop-up mainstream un jour, il faut qu'il y ait eu des Rachid Badouri, puis des Adib, puis des médias avant. Genre, ça va, j'ai l'impression que ça va arriver, genre, à un moment donné, que les codes vont pas juste être limités à faut que tu sois comme nous, mais que t'es la version comme maghrébine ou whatever, genre, qui a grandi, assimilé complètement. Ouais, mais chacun a son histoire, c'est ça. Chacun a sa couleur, tu sais. Oussama, il représente très bien son hood, mais en vieillissant aussi, on se décolore, mais c'est normal aussi de pas fit in, mais tes goûts changent. C'est pas normal qu'à 20 ans, quand t'es 20 ans, t'as les mêmes goûts qu'à 40 ou à 50. Ce serait vraiment weird. Les goûts évoluent, ça change. Fait que je pense que c'est normal que quand tu débutes, t'es toujours plus extrême dans tes choix, plus téméraire, puis t'es plus... faut que tu mordes, faut que t'es affamé. Mais après, quand tu changes d'environnement, quand ça devient ton quotidien aussi, c'est normal que si t'es parti d'un rouge pétant, ce rouge devienne tranquillement pas vite avec le temps Bourgogne. Puis je pense que les gens voient ça comme quelque chose de négatif, mais c'est normal. Même moi, quand j'ai commencé, mes textes étaient vraiment pas plus aiguisés, mais plus rough, plus raw. Puis maintenant, ils sont pas plus soft, ils sont juste différents, sont un peu plus arrondis, ils s'adaptent à la personne qui évolue. Fait que c'est normal que tout change. Est-ce que toi, c'est un peu le succès aussi, le fait que tu parles à un gros public quand même, là, comme il y a beaucoup de choses. C'est comme t'es comme dans le bye-bye, t'es comme il y a mainstream personnel quand même dans la culture au Québec. Est-ce que cette pression-là d'être mainstream embarque à un moment donné justement dans ta création? Je pense que ça se fait tout seul. C'est que tu te poses pas la question, est-ce qu'aujourd'hui je veux être mainstream, ou le 16 novembre je commence mon écriture mainstream, ou tu l'es pas, tu es toujours le reflet de ce que t'es. Fait que si les gens te considèrent comme mainstream ou moins underground, c'est parce que toi-même, à quelque part, c'est normal aussi, parce que quand on commence, on joue dans des bars devant 20 personnes, 4 gars qui jouent aux machines. Tu touches pas une grande population. Plus tu as du succès, plus tu ratisses large. Fait que plus tu es populaire, logiquement, plus tu es mainstream. Parce que là, tu t'adresses à un plus grand public. Puis je pense la force d'un artiste, d'un être humain en général, c'est de se faire comprendre. À la base, on communique. Et quand tu as une audience, si tu parles à 20 personnes, ton effort de communication doit être moindre que si tu parles à 600 personnes. Là, tu veux t'assurer que tout le monde comprend ce que tu veux dire. Fait que c'est normal que c'est moins niché. Puis je pense que personne ne réinvente la roue. Là, si tu checkes n'importe quel artiste, tu vas regarder Radiohead quand ils ont commencé versus Radiohead aujourd'hui, ou tu vas regarder Snoop Dogg, j'allais dire Tupac, non, lui tu peux plus, mais si tu regardes Snoop Dogg, il vient de sortir un livre de cuisine. On parle du gangster ici qui sort de Compton, maintenant il sort des livres de cuisine, mais ça reste Snoop Dogg, tu sais, je veux dire, c'est pas, on va pas dire il est rendu soft, et c'est juste qu'il s'est rendu un
un autre artiste. C'est pas nécessairement une autre personne, mais une personne qui a évolué. Je pense que se rattacher à ça, moi, je trouve des artistes qui sont beaucoup plus établis, qui essayent de redevenir underground, après, on va dire, ah, c'est des has-been. Après, s'ils décident de se détacher, ils vont dire que c'est des fraîchiers. S'ils décident de faire quelque chose d'autre avec des plus jeunes artistes, ils vont dire qu'ils essaient de profiter de... Peu importe ce que tu dis, ce que tu fais, les gens vont toujours t'étiqueter, puis ça va être souvent pour quelque chose de négatif. T'as juste à... Tu fais ce que t'aimes, puis après, les gens, ils vont bien... Dans le milieu de l'humour, il y a quand même une grosse nouvelle qui est arrivée récemment. Le jugement de Mike Ward. Qu'est-ce que t'en as pensé, ça? Ben, j'étais content pour vrai qu'il gagne sa cause. Surtout après le long combat qu'il a mené. Pour vrai, chapeau, il a gagné. Il mérite amplement sa victoire. Il n'a jamais abandonné. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui tiennent leur bout, qui tiennent leurs opinions. J'étais vraiment heureux de lire ça. Après, j'ai hâte de voir c'est quoi le aftermath. Là. J'ai comme l'impression que maintenant, les humoristes vont être là dans les bars. Yo, les hosties si Mike Ward a réussi, on va réussir. Mais non, tu sais, c'est la preuve que ça a été tough pour lui. Puis, du moins, de ce que j'ai compris. Mais c'est bien parce que c'est vrai que là, ça commence à aller trop loin. Des fois, les gens oublient qu'on est des humoristes. Là. On est là pour faire rire. Faire rire, ça veut pas nécessairement dire faire plaisir aux gens. Tu sais. C'est au contraire, c'est d'être justement le revers de la médaille, puis d'essayer de justement aller chercher des sujets qui sont pas nécessairement drôles, d'en rire. Parce que sinon, si on respectait tout le monde, il y a certains sujets qu'on traite plus, après, on ferait juste des blagues sur... Yo, hier, j'ai fait le ménage chez nous, puis that's it, tu sais. Ou ma télé marchait pas, puis encore là. Fait que, il faut que les gens comprennent que c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Mais si tu as choisi l'humour, ben, ça fait partie de ton travail d'être un peu corrosif, puis de rire de choses que toi, a priori, te semblent pas drôles. On l'a vu là, avec Dave Chappelle. Dave Chappelle, tu sais, qui s'est fait rentrer dedans, mais... C'est ça, sa job, tu sais. Puis quand on revient back in the days, la seule personne qui pouvait se foutre du royaume, c'était le fou du roi. Personne ne pouvait rire de la royauté ou personne ne pouvait se foutre de la gueule du roi, sinon il se faisait tout pendre ou décapiter, sauf le fou du roi. Parce que c'était son rôle. Si tout le monde joue son rôle comme il faut, on n'est pas supposé se faire réprimander, tu sais. Mais c'est ça, puis le whole argument de Dave Chappelle c'est le punch-up versus punch-down, tu sais, c'est comme... Est-ce que c'est chill le punch-down? Mike Ward, il punch-down sur le petit... C'est le même exemple presque. C'est la même chose. Sauf que Dave Chappelle, c'est comme 3 spéciales de suite sur eux. Là, c'est quand même intense. Mais, ouais. C'est vrai qu'il pourrait changer de sujet à un moment donné, là, mais visiblement, c'est ça l'a affecté émotionnellement beaucoup. Puis il y a ça aussi, les gens font pas... Il faut que tu te détaches aussi de tes propos. Faut que tu sois capable, tu sais, de monter sur scène, puis tu présentes une facette de ta personnalité qui est souvent exagérée, là, t'es pas comme ça dans la vraie vie. Puis les gens, les jumelles, tu sais, ils vont se dire ce que l'humoriste dit sur scène, c'est exactement ce qu'il pense. Alors que pas nécessairement, ça peut être teinté de plein de nuances, ça peut être romancé, ça peut être exagéré. Même quand je raconte, moi, des anecdotes qui se sont réellement passées, c'est sûr qu'il y a certains trucs que j'exagère un peu ou que je vais mettre de l'avant ou enlever certains détails. Je veux dire, il y a un travail de fiction là-dedans, parce que sinon, je veux dire, on n'a pas tous des vies fantastiques. Là. La mienne est quand même pas pire, mais c'est ça, c'est juste que là, on en arrive à un stade où tout le monde est triggered. Puis, parce qu'avant, c'était le cas aussi, les gens étaient triggered, c'est juste qu'ils pouvaient pas nécessairement le manifester. Sauf que là, tout le monde a une tribune avec le web. Tout le monde peut dire ce qu'ils veulent quand ils veulent, mais ça veut pas dire qu'on doit nécessairement tous les écouter. Mais c'est que là, tu sais, nous, au Québec, on a un exemple très flagrant. Là, comme c'est une cause qui est... Mais en général, tu sais, dans le monde de l'humour, je pense pas qu'il y a tant de brimage, de jokes, là, tu sais, comme... Non, c'est ça. On n'est pas... Tu sais, on a eu un cas, c'est le cas ou quelques autres cas aussi un peu avant, mais c'est que c'est tombé sur des personnes qui ont décidé d'aller au front pour ça, mais en général... Tu sais, moi, j'ai jamais eu l'impression que je pouvais pas dire certaines choses dans mes shows. C'est ça, tu sais. J'ai pas eu... Des fois, ça s'est passé qu'il y a des gens qui viennent me voir après les shows puis qui me disent « Ah, ça, j'ai pas aimé. » Puis je suis comme « D'accord, j'écoute ton discours, mais
Moi, je pense que ça se dit. Puis, j'ai jamais eu de problème. J'ai fait des spectacles. Tu sais, j'ai commencé ma carrière, je faisais un Congolais. Là, je veux dire, je prenais l'accent congolais. Puis, jamais. Mon but n'était pas de manquer de respect à la communauté congolaise. C'était juste le personnage, c'était ça. Puis, j'avais envie de jouer ça. J'ai joué un Allemand, un chef d'orchestre allemand. T'es beaucoup dans les accents aussi dans le violin. J'adore les accents, je trouve ça nice. J'ai jamais pu apprendre certaines langues, fait que je m'amuse à les imiter. C'est le plus proche que je peux de parler ces langues-là. Fait que, quitte à pas avoir assez de temps pour les apprendre, autant bien les imiter, tu sais. Puis cet art-là de l'accent, tu penses-tu que le politiquement correct, fascisme néo-marxiste, postcolonial, va l'avoir? J'ai perdu à postcolonial, marxiste. Est-ce que les imitations est un art qui disparaît, tu penses? Il faut pas, mais non, au contraire, il faut le faire. Il faut continuer à imiter. Là. Après, c'est qu'est-ce que tu dis. Tu sais, imiter, c'est une chose, mais le propos est très important aussi. Là, tu sais, fait que, non, moi je continue. Mes shows, j'ai fait des imitations. Je prends plein d'accents. Moi, c'est ça qui me fait triper. Puis moi, je pourrais voir... mettons, un Québécois de souche faire l'accent arabe, ça me ferait plaisir, ça me ferait rire si c'est bien fait. Si c'est juste je suis comme non, là tu fais une très mauvaise imitation, c'est nul. Mais quand c'est bien fait, let's go. Mais c'est ça, puis surtout c'est il y a genre rire de, rire avec, rire with love, trouver de quoi de drôle, genuine, parce que c'est juste drôle. Tu sais, il y a comme plein de facettes différentes à ça, genre. Puis je pense que c'est ça qu'on perd aussi un peu, c'est oui. Je sais pas comment dire. Je pense qu'il y a trop un spectre parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens live au Québec. Je sais pas si tu suis ça, man. Fucking Guy Nantel, puis ça a sorti de son livre, man. Non, ben, je sais qu'il sortait un livre, mais j'ai pas vu ce qui s'est passé. Big, il organise, genre, ces espèces de, comme, débats, genre, confrontation d'idées, genre, dans une salle, genre, où est-ce qu'il fait du monde. Genre, j'ai tellement de choses. Je vais en parler dans une vidéo. Là, je viens de spoiler que je vais faire une vidéo là-dessus, mais, genre, c'est juste tellement intense comment que, genre, quand tu l'entends parler, ce gars-là, comment qu'il se sent, genre, brimé, genre. Il est comme, man. Puis, il peut rien dire, mais je suis comme, qu'est-ce que tu veux dire, Doug? C'est ça qui. Fait que, genre, tu sais, il y a des dérives partout, mais, genre, ça fait que ça finit sur les mauvaises choses, comme on va blâmer toi qui fais une imitation au lieu de blâmer. Je sais pas, genre. Je sais pas. Je pense pas qu'il devrait avoir un free. On fait free for all puis on envoie chier tout le monde parce que justement il faut que ce soit dans le respect. Je pense qu'on peut rire de tout, mais tu peux pas manquer de respect juste straight up, genre. Puis je pense pas que la joke justement du petit Jérémy c'est un manque de respect. Là. Je pense pas. Je pense que non, parce que c'est actually un truc, c'est un phénomène ce qui s'est passé, puis ça fait partie aussi du domaine public. Faut que tu acceptes. De l'imaginaire collectif. Ça fait partie de l'imaginaire collectif. Moi, si des gens font des blagues sur moi, sur une série, tu sais, on a eu Alexandre Barrette a fait une joke sur l'île de l'amour. J'ai ri quand je l'ai écouté. C'est normal. C'est domaine public. Là où ça devient vraiment, quand tu rentres dans le domaine privé des gens, si moi je commence à rire des enfants de quelqu'un d'autre qui n'ont jamais demandé à, tu sais, mais c'est quelque chose qui partage pas. Qui garde dans sa maison quelque chose qui est caché, puis que là, tu rentres par effraction pour faire des blagues là-dessus, que même les gens sont comme, oh, mais on n'est pas au courant de ça, il nous l'apprend. Ça dépasse un peu les ententes, mais tu sais, l'affaire du petit Jérémy, je veux dire, c'était su, c'est public, c'était une personnalité publique, le petit Jérémy. Puis Dieu sait que les humoristes ont fait du name drop et on rit de plein d'autres personnalités publiques. Le Bye Bye, qui est l'émission la plus écoutée, rit de ça. À un moment donné, il faut que tu acceptes que si tu décides d'aller sur l'autoroute, ben, tu risques de te faire rentrer dedans, en char. C'est sûr que si tu restes dans ton driveway, il n'y en aura pas. Là. Mais si tu vas rentrer dans l'auto de quelqu'un dans son driveway, là, c'est une autre histoire. C'est une bonne analogie. J'essaye. Je suis bon moi, pour faire des analogies. Je suis très bon. Je sais pas si c'est des sophismes, mais en tout cas... Je sais pas, j'ai pas vu de sophisme. Je t'aurais coté. Mais moi, je sais pas, là, je sais pas comment battre parce que je comprends les gens qui sont comme... Ben pas je comprends. Je suis comme, vous pouvez plus rien dire, ok. Puis là, t'as l'autre côté qui est comme, les humoristes sont fucked up, genre.
Puis comme la vérité est vraiment genre au milieu, tant qu'à être, les humoristes, c'est pas des dieux, là, c'est pas des. C'est justement la déconnexion entre le matériel puis la personne, je pense. C'est bon, genre, parce que ça fait en sorte qu'on peut critiquer vraiment la performance puis faire ça, c'était pas bon parce que ça, c'est ça, mais c'est rien contre toi. Qu'est-ce que t'as fait, qu'est-ce que t'as proposé, là? C'était juste pas bon parce que c'était ça, cette communauté-là, whatever, tu peux pas. Mais c'est rien contre toi, t'as juste. Mais là, l'affaire, c'est qu'il y a beaucoup d'humoristes qui utilisent cet art-là comme espèce de moi, je vais passer mes idéaux, puis qu'est-ce que je pense de tout ça, puis à travers quelques punchs, mais je vais te dire qu'est-ce que je pense, genre, intrinsèquement. Genre. Oui, et puis si ce qu'ils pensent et touche beaucoup de gens ou est intéressant, ils vont se build up un public, là, puis il y aura des gens pour les écouter. Mais ce que les gens oublient, c'est qu'il y a une sélection naturelle qui se fait. Mm-hmm. C'est-à-dire, c'est pas vrai que des mauvais humoristes qui ont des propos trop intenses ou whatever, ou que c'est juste leur opinion, vont nécessairement devenir publics. Ces propos-là vont rester dans les salles de 30, 40 personnes ou auprès de leur petit fanbase, mais il y a une sélection qui va se faire. C'est juste que là, on dirait qu'on veut les bloquer tout de suite puis qu'on n'est pas d'accord avec leurs propos, alors que naturellement, ça va se faire. Les gens vont pas aimer ce qu'ils font, ils iront pas voir leur show, puis ça finit là. Mm-hmm. Mais c'est ça, techniquement, son métier, c'est ça, sa job. Fait qu'il faut le laisser travailler, puis s'il travaille mal, ben, il n'y en aura pas de clients. C'est exactement ça, le travail d'humoriste. Moi, mettons, si je vais dans la rue, quelqu'un tombe à terre, je sors un couteau, puis je commence à essayer de le soigner, c'est sûr qu'on va m'arrêter, on va me dire, mais qu'est-ce que tu fous? T'es pas supposé faire ça, t'es pas médecin. Mais un médecin peut le faire. Parce que lui, c'est son travail de couper des gens, puis de les soigner. Mais parce qu'il a travaillé pour, puis il a pris des cours, puis il sait ce qu'il fait. Mm-hmm. Mais là, c'est qu'on ne laisse plus les humoristes travailler parce que on est comme, non, tout le monde est rendu juge de ça. C'est comme si, pour encore utiliser l'exemple du médecin, t'imagines, tu vas voir un médecin ou un chirurgien, puis tout le monde crie, non. C'est un peu ça, live. Fais pas ça, non. Moi c'est pas normal que tu ouvres l'aorte. En même temps, c'est pas normal d'ouvrir une aorte, mais fait que, mettons qu'eux, c'est des gens professionnels pour faire des jokes. Mm-hmm. C'est exactement ça. Fait que laissons-les faire leurs jokes. Puis si tu n'aimes pas les jokes, va pas à son show. Ou écoute pas ses émissions. C'est que tout le monde aime croire qu'ils sont fucking drôles. Qu'ils savent qu'est-ce qui est fucking drôle. Ouais, c'est vrai que parce que c'est plus difficile, humoriste. Mettons, médecin, t'as ton diplôme, tout. Humoriste, c'est un peu plus nébuleux, là, à quel moment tu... Puis tout le monde est humoriste à un moment donné, a dit de quoi de drôle, puis tout le monde rit. Ouais. Tout le monde, il est drôle. Tout le monde s'improvise humoriste, mais... alors, laissons-les s'improviser humoriste et voyons voir comment il évolue, tu sais. Si à un moment donné... C'était comment la première fois que t'as monté sur scène? Je sais même pas si je m'en rappelle. La première fois... Genre pour faire du stand-up, pas de l'impro. Pour faire du stand-up, ouais, je pense que c'était dans un bar sur Saint-Denis. C'était la fête d'un de mes amis. Puis il avait demandé pour sa fête que je fasse un numéro. Puis j'étais monté. Puis il n'y avait pas juste les gens de la fête, il y avait aussi les gens du bar. Puis c'était un bar, genre, quand même populeux. Il y avait beaucoup de monde. Puis je faisais des jokes très nichés sur mes amis. C'était comme un roast. Puis il y avait des gens qui criaient en arrière. C'était vraiment une très mauvaise expérience. Tu sais. J'ai vraiment pas... j'ai pas trippé, mais j'ai quand même continué. T'as-tu fait des calls offensants à ce moment-là? Des calls offensants? C'était-tu offensif? Oui, c'était offensif, mais pour mes chums, évidemment. J'ai insulté tous mes amis, puis moi, je me trouvais très drôle. J'avais ma feuille dans la main. C'était nul à chier. Là. Nul de chez nul. Mais je me suis dit, ça pourrait devenir bon. T'as fait le vibe un peu? Ouais, je me suis dit, si le début, c'est ça, c'est sûr que là, ça peut pas être pire. Là, je peux start it from the bottom. Après, ça va toujours être plus nice. Et comme de fait, ça l'est. Puis qu'est-ce qui t'a fait revenir vers ça après ça, genre? Comment t'as commencé à... Je veux faire de l'humour, genre? Je te dirais, c'est vraiment l'énergie que tu pognes là, sur le stage. Une fois que tu peux faire 12 mauvaises jokes, mais si la 13e est bonne, l'espèce d'énergie que tu reçois là, de la foule, tu les fais rire. C'est instantané. Tu finis ta phrase, les gens rient. Il y a comme... il y a une espèce de... J'ai pas envie de dire pouvoir, mais tu peux rendre les gens heureux, ne serait-ce que 10 secondes. Tu sais. Parce que même s'ils sont malheureux, quand ils rient, ça change tout. Fait que je pense que c'est ça qui m'a ramené
Ouais, en fait, il m'a gardé. Fou, à quel point ça. Tu sais, drôle d'histoire. Je suis allé à j'étais allé à mon premier show d'humour. J'étais jamais allé à un show d'humour toute ma vie la semaine passée. Jamais? J'étais jamais allé à un show d'humour. J'étais déjà allé à des soirées d'humour, genre voir quelques humoristes faire des 5 minutes, mais j'étais jamais allé straight à un show d'humour, genre. T'es allé voir qui? Arnaud Soli m'a donné des billets au Club Soda. Ouais, c'était très gentil de sa part. C'était bon, puis j'étais genre, je l'avais jamais vu j'avais juste vu sur Internet, fait que je sais pas à quoi je m'attendais sur scène. Puis j'étais, est-ce qu'il va refaire ses personnages de vidéo, whatever. Mais c'était vraiment juste du stand-up straight pendant genre une bonne heure. C'était bon, genre. Il y avait des gags qu'il avait déjà fait sur Internet, mais c'était bon. Mais c'était drôle, tout le monde rit. Moi, j'étais au Club Soda en haut, genre, fait que je voyais la foule, genre. Ça m'a fasciné, genre. 500 personnes. Shout-out à Arnaud, sold out Club Soda 2 jours. Shout-out. Mais là, je check, le monde rit en crise, ça rit, ça applaudit. Le show finit, puis là, il fait son segment de flûte, genre. Puis là, il dit « Pitchez-moi des chansons dans la foule, je les fais dans la flûte à travers mon nez, OK? » Puis là, il commence au hasard. « Stairway to Heaven »,« I Will Survive »,« Titanic ». Puis de toute l'heure d'humour, c'est là que la salle die laughing, genre. Mais genre, genre, comme le monde, il rit, là. Puis je suis comme, il a fait des bonnes blagues, là, tout à l'heure, là. Mais c'est, genre, j'arrivais pas à saisir à quel point l'audience était, genre, j'arrivais juste pas, ça m'a mind blown, genre, j'étais comme, je pensais après aussi, j'étais comme, pourquoi c'est ça qui vous fait autant rire, genre, il contrôlait, je sais pas. Moi, je pense que c'est surtout parce que les gens ont compris que c'était le plus proche qui était de lui. Parce que, tu sais, comme je t'ai dit, tu montes sur scène, même si c'est Arnaud ou whatever, it's an act, still an act, c'est une œuvre. On dirait que ça, c'est peut-être là où il a comme enlevé cette barrière-là, puis il a fait, là, c'est vraiment moi qui joue de la flûte, puis les gens ont dû faire comme, ah! Les gens aiment ça, surtout au Québec, là, les gens aiment vraiment, le plus ils sont proches de la personne, le plus ils aiment ça. C'est parce qu'on n'est pas beaucoup au Québec, fait qu'on a un peu ce... La proximité. On aime la proximité, tu sais. Moi, je m'en suis rendu compte, tu sais, j'ai fait des shows. Puis des fois, je fais des émissions où là, je suis comme, ouais, tu sais, quand j'étais jeune, et là, les gens sont comme, oh, attends, là, il est en train de s'ouvrir. Les gens aiment ça. Quand tu te fais tomber les barrières, puis qu'ils ont l'impression qu'ils peuvent te avoir toucher. Une expérience individuelle, unique. Moi, dans mon show, je fais un 15 minutes d'impro qui est un peu différent à chaque soir. Puis c'est là que les gens capotent le plus parce qu'ils font « Oh shit, il est plus dans son show, là. » On est en train de vivre un moment unique que là, on est à Trois-Rivières, il fait ça, il fera pas la même chose à Sherbrooke, il fera pas la même chose à Québec. Puis les gens aiment vraiment, vraiment, vraiment ça. C'est comment tour le Québec en tant qu'immigrant de deuxième génération? C'est nice, pour vrai, c'est vraiment chill. Je m'attendais à ce que ce soit pire au début, là, quand j'ai commencé à tourner. Puis finalement, j'ai eu pas beaucoup de mauvaises expériences. Quelques trucs à gauche et à droite, mais c'était jamais comme pure evil. Là. C'était plus comme un peu maladroit. Ouais, puis, l'ignorance un peu. C'est de l'ignorance. Ou, tu sens que c'est des commentaires qui sont faits pas pour te blesser, mais c'est juste, comme tu dis, c'est très maladroit. Puis je pense je serais très mal placé pour mal réagir à chaque fois, puis me fâcher ou essayer de les éduquer nécessairement. Mais tu fais, gars, je vais choisir mes combats. Là. Quand je vais sentir que quelqu'un va vraiment me dire quelque chose pour me faire de la peine, là, je vais sortir les grands cheveux. Cette espèce de bienveillance québécoise, c'est comme, il dit de quoi de fucked up, mais c'est comme, si tu vois dans ses yeux la naïveté, comme le genre, non mais il a dit ça parce qu'il sait pas de quoi qu'il parle, genre, tu comprends? C'est ça. À la base, il voulait peut-être te faire rire. C'est ça. Moi, genre, après mes shows, j'ai toujours les mêmes jokes, des fois, là, qui reviennent, qui sont pas... que moi, je considère pas qu'ils sont très drôles, mais je comprends l'idée derrière tout ça. C'est quoi, c'est genre, t'es genre Louis-José Hood, mais avec des épices? Non, je l'ai jamais eu, celle-là. Celle-là me fait vraiment de la peine, par exemple. Mais je pensais pas être aussi sensible. Non, mais tu sais, souvent, genre, hey, bonjour Rachid. Celle-là, j'entends souvent, puis tu sais, je fais comme, ben oui, c'est la première fois qu'on me dit, hey, Mehdi, ton frère s'appelle souper. Tu sais, des petites affaires comme ça. Ah, ouais, il y en a tellement, là. Mais tu sais, ça va, là. Tu sais, je peux. À un moment donné, il faut que. Désolé d'avoir ri à une joke que t'as dit qui était pas drôle. Ah, ben non. Vraiment, être crissement bonne. Je vais la mettre dans mon show. À un moment donné, je pense qu'il faut que tu sois assez mature aussi dans la vie pour pas t'emporter à chaque fois que quelqu'un me fait un commentaire un peu maladroit, là. Puis, c'est quoi, mettons, la meilleure ville à performer au Québec?
Bonne question. Je pense... C'est tough, man. C'est sûr que j'ai toujours un favoritisme pour Montréal parce que le crowd de Montréal est très particulier. Tu sais, c'est souvent des gens... Tu sais, c'est la réalité la plus proche de la mienne. J'aime beaucoup Laval parce que c'est mon hometown. Oh, tu viens de Laval? Pas né à Laval, mais j'ai grandi une grosse partie de ma vie à Laval. Duvernay / Sainte-Dorothée. Mais j'aime beaucoup Québec. Okay. Le crowd de Québec est particulièrement nice. Sinon, il y en a beaucoup, mais je te dirais mon top 3, ce serait les 3 plus grosses villes. Fair enough. Sherbrooke, c'est le fun aussi, mais c'est surtout pour Il y a un magasin là-bas qui s'appelle le Snack, je pense. C'est quoi ça? À chaque fois que je vais à Sherbrooke, j'arrête là. C'est la meilleure poutine au Québec. Le Snack. Tu prends la Big Boss ou la Boss, je sais pas trop. C'est quoi qu'il y a dans la poutine? C'est une poutine avec viande hachée, oignons, champignons, puis il met une espèce de sauce style Big Mac, mais homemade, à tuer. Ah, man, à tuer. Je te dis, dès que je m'approche de Sherbrooke, je sais que je vais ça manger a là. l'air vieux, déjà, tu me l'as décrit. C'est insane. S'il y a des gens du Snack qui m'entendent, j'aimerais ça revenir et que vous... Ben non, je vais revenir. J'allais dire que j'espère que vous allez me donner de la bouffe gratuite. Donnez-moi pour 8 piastres de poutine, s'il vous plaît. Non. Mehdi ne veut pas encourager les restaurateurs locaux. You heard it here first. Non, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai juste dit que je voulais plus de sauce dans ma poutine. T'es déjà allé chez Polo et Suzanne à Montréal? Ben oui. Moi, je commande souvent. Quand je veux manger, quand je commande la poutine, je vais au Polo et Suzanne. T'as déjà mangé une poutine burger? Ouais. J'ai mangé. Ah oui, il faut juste fucking throw le burger dans la poutine. Ouais, j'ai été surpris. Je pense qu'il faut enlever le pain, selon moi. C'est pas parce que c'est burger qu'il faut laisser le pain. Ils font juste crisser un burger dans une poutine. Je pense qu'ils crissent le burger, puis après, ils font la poutine. Ouais, c'est un petit pain mouillé, là. C'est drôle. C'est comme un... Non, moi, la première fois que j'ai mangé ça, j'étais subjugué. J'étais comme, c'est quoi cette histoire? Parce qu'il y a la poutine burger, puis il y a la poutine sub aussi. Ça, c'est une autre affaire. C'est une autre affaire, c'est un sub. Je pense qu'ils n'ont pas compris le principe de... Tu sais, c'est pas une fusion, ça veut pas juste mettre deux plats, un sur l'autre. C'est ça, chez Polo et Suzanne, c'est la cuisine fusion. C'est fusion directe, là. Aucune subtilité. Une poutine italienne, ce serait une poutine avec un spaghetti dessus, puis en plus, je suis sûr que ça existe. Ben oui, c'est sûr, ça existe. Ah ben. Un poutine Getty. Ouais. En plus, c'est en face de l'hôpital Sacré-Cœur. Ouais. C'est le best spot. Dans les deux cas, c'est nice. Que tu sors de là puis tu te sens pas bien, ou que tu sors de l'hôpital puis tu as envie de te sentir mieux. C'est le meilleur, voisinage. L'hôpital Sacré-Cœur, c'est là que je suis allé pour me faire mettre un plâtre quand je me suis fracturé la cheville. Pour vrai? Quand je suis en secondaire 4, je me suis fracturé la cheville. Comment t'as fait? En éduc, Doug, j'ai fait un move, genre... C'était un jeu de ballon Sasha Wild, genre, où est-ce qu'il y a genre des obstacles dans le gym. C'était comme la journée fucked up, fucking chill, les vacances de Noël. Genre, puis on était même pas supposé retourner en éduc. On avait eu éduc le matin, mais on avait convaincu notre prof d'histoire. J'ai convaincu la prof d'histoire d'amener toute la classe à refaire le jeu. Fait que c'est de ma faute. J'ai causé Tu t'es mis dans la merde. Genre, c'était comme si on écoute un film, soit on peut aller chiller avec l'autre groupe d'éduc, genre... J'ai poussé ma luck, mais oui, j'arrive, bro, puis je saute en même temps de lancer, je tombe, puis genre j'ai les cheveux fragiles à cause de jouer au foot, puis là, elle a juste décidé qu'elle snap, genre. Clac. Puis tu sais quoi, 3 jours plus tard, je m'en allais en Floride dans le char avec ma famille. Oh, nice timing. Fait que t'as un chandail à Miss Sports, j'adore ça. I miss them good old sports. Make sports great again. Oh man, moi j'adorais ces cours d'éduc-là. Je sais pas si tu te rappelles, là, dans les écoles... Souvent, c'était des jeux prévus ou des trucs de cardio. Puis il y a comme 1 ou 2 fois dans l'année où le prof faisait juste comme... Il ouvrait l'espèce de garage, fait juste fucking take what you want. Puis faites ce que vous voulez avec... Personne n'utilisait les objets. T'avais tu te rappelles, les petits carrés avec des roues? Ben oui. Et ça, c'était dangereux, là. On pensait tous que c'était des skates, mais chaque roue est indépendante, là. Tu peux rien faire avec ça. Moi, j'ai catché que quand les profs faisaient ça, c'est parce qu'ils étaient le lendemain de veille. Ouais. Clairement, ils faisaient... Yo, just play. Juste blesse-toi pas, s'il te plaît. Ouais. Mais nous, c'était... en plus, t'es-tu allé au collège de temps à Laval? Non. Non? C'est ça. Bon, j'ai eu un débat avec mon père. Mon père dit que t'es allé au collège de temps à Laval. Non. J'étais comme, il est pas allé au collège de temps. Jamais allé. Ouais, je pense que j'avais appliqué. Mais il m'avait mis sur la liste d'attente. Yikes. Puis finalement, j'étais allé au collège de Laval. Ils m'ont mis sur la liste d'attente. Puis c'est souvent les mêmes examens là, qui font passer. C'était la 2e fois que je l'avais fait. Fait que je commençais à catcher un peu.
J'étais allé à Regina Sumta, puis je suis passé. Ah, ok. Bon, mais mon père qui écoute en ce moment, il est pas allé à l'automne, je t'avais dit. Ah! J'étais comme, on me l'aurait dit que, parce que t'as blow up quand j'étais au secondaire, fait qu'on nous l'aurait dit, un ancien d'ici était en route. T'as fait en route, me semble? Ouais. C'est ça, un ancien d'ici était en route. On l'aurait su assez rapidement. J'ai jamais fait le temps. Et le temps, en plus, voilà, je m'en allais les trash. Il y a d'habitude, parce que, je vais rien dire. J'ai vu, même dans ta reprise, tu t'es arrêté. Non, parce que je voulais... Parce que je me catch tellement dans cette podcast. D'habitude, je catch le monde, mais là, je fais juste dire des choses que je pense, mais qui sont juste gratuites sur des institutions, des gens. Puis là, je suis comme, c'est quoi, est-ce que am I willing to die on this hill? C'est pas... Genre, c'est pas, je le pense pas ou je le pense. C'est comme, est-ce que j'ai vraiment envie que mon père m'appelle? Parce que moi, le cancel culture, c'est mon père. Moi, c'est mon père qui m'appelle. Puis qui est comme, pourquoi t'as dit ça? C'était-tu nécessaire que tu dises ça? Il écoute tout, genre. Toi, ton père, quoi, il enseignait à l'OTAN? Non, mon père, il est prof de maths à la commission scolaire de Montréal. Il est pas à l'OTAN. OK. Oui, t'es à la commission scolaire de Montréal? Yeah. Prof de... À quel... il a été... Mon père, il a fait Évangéline, il a fait Louis-Joseph Papineau. Là, il est à Louis-Joseph Papineau. OK. Il est dans le gueule, là, mon père. C'est plus tard que j'ai compris à quel point mon père était dans le gueule. Il était comment j'enseigne, là? Je suis comme, OK. Il enseigne dans des écoles, là, 2 jours plus tard. Non, c'est ça. Puis là, 2 ans plus tard, j'entends une track de Tizo, genre j'ai décroché on m'a chip à Évangéline. Puis je suis comme, OK, mon père, il enseigne où? Est-ce que Tizo est allé à l'école? J'avais remarqué le matin, quand ton père allait à l'école, il mettait un casque d'armée. Puis vous embrassait. Là. C'est ça. À plus tard, peut-être. C'est ça. Mais vraiment, grind, là, c'est tout prof de maths. Là. Souvent, c'est temps-ci, il y a quand même une couple de fois, je lui ai dit, est-ce que ton père est prof de maths? Je suis comme, Non, pas prof de maths. Il est bon en maths, mais c'est pas un prof de maths. Mais il a travaillé pour la commission scolaire, je pense, de Montréal. Ton père à toi, ça? Ouais, maintenant il est retraité, mon papa, mais il a travaillé à l'école des sources. Nice. Ouais. C'est une école primaire? Non, secondaire des sources, c'est dans l'ouest. À côté des rues en anglais, là. L'ouest. Ouais, l'ouest. L'ouest de Montréal, c'est un autre vibe. Si j'allais dans l'ouest, legit, genre, à Pointe-Claire, Pour vrai, on dirait même pas Montréal. On dirait genre un autre... C'est une banlieue de Toronto. C'est fucked up, hein? Genre, même les bus font comme, nope! Personne se rend là. À un moment donné, il y a comme, faut que tu prennes un hélico, je sais pas, pour aller dans ce hood-là, mais Kirkland, je pensais que c'était une marque au Costco. It's actually a place. Kirkland. Il y a juste des champs de muffins. Ils cultivent les muffins puis les bouteilles d'eau. En plus, les muffins Kirkland, c'est genre de shit. Tu pouvais nourrir une famille avec ça. Là. Mais tu peux nourrir une famille avec pas mal toute la nourriture. Non, mais juste un muffin. Un muffin du Costco Kirkland. Moi, j'ai grandi au Costco. Là. C'était mon... toutes les semaines, on allait au Costco. J'étais le gars le plus heureux. Les kids, c'était Toys R Us, la Ronde. Moi, c'était Costco. Je te dis, je rentrais là, j'étais excité. J'allais... Genre... Mes parents me laissaient chiller. Là. Ils allaient faire l'épicerie. J'allais lire des Dragon Ball avant qu'il les plastifie. Là. Avant, il les laissait lousses. C'était une bibliothèque, je lisais du Dragon Ball. J'allais goûter à tous les petits trucs comme ça. Ça me fait penser là, la table bleue. Tu te rappelles les petites tables bleues avec les madames? Là? Ils sont encore là, je te jure. Ils sont là, mais tu peux pas goûter. Tu peux juste goûter. voir. Non, tu peux goûter. Ah, ils ont recommencé. On est back dans le goûtage era. Mais il faut que tu montes ton passeport vaccinal. Tabarnak. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Pour une fucking un craquelin. Oh, man. Mais c'était... Parce que pendant le confinement... Ils mettaient la bouffe, mais tu pouvais pas la goûter. C'était tellement... c'est tellement un tease. C'est tellement méchant, là. Genre, tu vois le piece chaud, là, ils sont comme... tu peux pas... En plus, ils le chauffent, là. Oui, il faut qu'ils te le présentent de la plus belle manière possible pour que tu aies envie d'acheter les crises de crevettes au beurre. Puis, j'ai trouvé ça mean. C'est lequel le meilleur muffin Kirkland? C'est lequel t'aimes le plus? Bleuet. Bleuet? Bleuet, il est bon. Il est vraiment bon. Le muffin bleuet... Le double chocolat, c'est quelque chose. Double chocolat, trop de chocolat. Ah non? Celui qui est black, là? Oh, ah non, il est trop... Celui qui est black. Ben, il est noir, là. Comment tu l'as profilé direct? Il est noir, il est de couleur noire. Je l'ai dit en anglais, ça ne parlait pas de l'ethnicité. Lui qui est afro-américain? Là. Puis les hot dogs aussi. Les hot dogs du Costco. Maintenant, j'ai une carte Costco pour les hot dogs. Quoi? Je vais au Costco comme si j'allais dans un restaurant. Maintenant, si j'ai faim, je rentre, je vais directement me grab un hot dog avec une frite ou une poutine. Ça coûte genre 29 sous. Puis, I'm the happiest man. Cet épisode sort demain. OK. Demain, c'est le jour du souvenir.
Ouais. C'est pour ça que je porte ce coquelicot. Ton coquelicot. Quel message t'as à nos troupes? Restez soudés, guys. Soudés. Hein. Ne vous éloignez pas. Et surtout, parlez jamais de vos familles. Ne montrez jamais de photos de vos femmes ou de vos enfants. Je sais ce qui se passe quand vous montrez des photos de vos femmes et vos enfants. Vous bouffez une balle juste après. Dans tous les films, dès qu'il fait « J'ai hâte de revoir ma femme et mes enfants », une balle. Juste parlez jamais de votre vie. Quand je reviendrai, je vais ouvrir une petite boulangerie dans le coin de la Chine. Retrouver ma douce. Chouk. Direct. Just keep it here. T'as plus de famille. T'es là-bas, bro. Mais pour vrai, j'ai écouté un film hier avec je pense que ça s'appelle Body of Lies. Ouais. C'est genre c'est un film sur genre en Jordanie, puis genre en fucking Irak, là, genre sur juste comment un agent de la CIA qui doit genre dealer avec, prendre de l'intelligence, travailler avec les intelligences des autres pays, puis comment cette guerre est handled, puis c'est tellement genre... Tu sais, nous, on est fucking loin, genre, quand c'est arrivé, là, la guerre en Irak, là. Mais quand tu regardes ben, c'est un film, je sais, mais comment tu regardes comment ils gèrent ça, les Américains, bro? Les Américains, ils sont trop coqués puis confiants, bro. Ils fuck up des shit sans rendre même pas compte, puis après, ils vont bourrer une bière puis checker du football, puis eux, ils sont juste aux States, bien tranquilles. C'est cave, là, le contraste qu'il avait mis dans ce film-là. Ouais, c'est ça. Ils bounce, puis ils reviennent. Bon, c'est sûr qu'ils ont des troubles après, là, parce qu'après, il y a un pneu qui pète, il tue tout le quartier. Mais de toute façon, il n'y aura bientôt plus des soldats, là, maintenant, avec les drones puis tout. D'après moi, dans quelques années. Moi, je vais te dire, j'ai vraiment pensé longtemps, genre, puis j'étais comme... Je pense que s'il y a une guerre, je pense même pas qu'ils vont y aller all out avec les robots, genre, juste pour l'ordre de la guerre, genre, comme les pays sont tellement égocentriques, genre, qu'ils vont vouloir gagner une guerre à l'ancienne, genre. Tu penses? Yeah, parce que sinon, on détruit la Terre. On peut y aller faire all games, puis on détruit la planète pour une guerre. On est des hommes, là, l'homme avec un grand H, là, on veut juste détruire la planète pour une guerre. Ou on y va, fair and square, c'est qui le meilleur, on a les règles, on fait une guerre. Ben là, dans ce cas-là, on fait comme 3, là. Votre meilleur soldat contre notre meilleur soldat. Ça se règle en 5 minutes. Mais t'as vu maintenant les compétitions de drones? Ouais, j'ai vu. On pense que c'est des compétitions pour le fun, mais c'est eux les prochains soldats. Là. Man, t'as-tu vu à quelle vitesse ils se déplacent, les drones? Dans les buildings, j'ai vu ça sur TikTok. Mets un fucking mitraillette là-dessus, puis c'est fini. Là. Ils vont se promener, ils vont faire des frappes chirurgicales. Ce sera plus Rambo, là. Ça va être Tony dans le sous-sol. Là. I got him. Discord mode, là, il écoute de la musique d'animé, là, puis c'est fou, je te dis, les prochains soldats, c'est tous les fans de Call of Duty, là, ils vont tous contrôler avec des manettes, là. On pense qu'ils font juste s'amuser. Ils montent une nouvelle armée. En plus, hier, quand j'ai procuré ce coquelicot, le monsieur, il avait un insigne, puis genre, il était vieux, puis j'étais comme... OK, est-ce que je suis devant un vieux soldat? Genre? Puis je regarde, je suis comme, monsieur, est-ce que vous êtes dans l'armée? Puis il m'a regardé fucking long, il m'a comme fixé, puis t'es comme, non. Mais mon fils, oui. Puis j'étais comme, OK. J'étais comme, je voulais savoir dans quelle guerre t'as servi d'autres comme toi. Pourquoi tu me vends ça? La guerre des Tucs. J'ai tourné dans la guerre des Tucs. Man. Yeah, man. C'est important pour moi de porter le coquelicot aujourd'hui parce que j'ai un éveil. Les 2 guerres mondiales que notre humanité a vécues étaient vraiment intenses. Et plein de revirements que j'ai découverts dans les documentaires pendant ce confinement. Ouais, t'en as écouté beaucoup? Ah, trop, un peu trop, genre. Moi, il n'y a plus beaucoup de secrets pour moi. Je sais pas t'es rendu où dans ton achieving des 2 guerres, mais man, je sais plus si je peux encore apprendre des choses. Apprends-moi quelque chose. Quelque chose sur la deuxième. Est-ce que tu connais c'est qui Léo Major? Léo Major? Léo Major. Non? Léo Major, OK, c'est un soldat du régiment de Richelieu, c'est un Québécois, montréalais, qui à 19 ans est allé de l'autre bord et débarqué en Normandie. Puis il a libéré une ville néerlandaise à lui tout seul. Il a capturé 60 soldats. Puis là-bas, chaque année, depuis, il célèbre. Puis c'est un Québécois. Genre. For real? Je te jure. Léo Major. Man, je savais pas. Yo, tu viens de m'apprendre quelque chose sur c'est un de mes sujets préférés. Yeah, il y a des bonnes vidéos YouTube sur lui. C'est comme le Rambo du... Genre, il est allé là-bas en mode tout seul. Genre, c'était un éclaireur. Fait que là, il allait derrière les lignes. Puis là, à un moment donné, il est tombé face à face avec un groupe d'Allemands, puis il les a juste pris prisonniers. Puis là, il a commencé à vider toute la ville. Puis il a réussi à rentrer en contact avec la résistance de la ville. Puis là, ils ont pris l'hôtel de ville. Puis il a littéralement libéré la ville tout seul. Puis il est revenu le lendemain matin, puis t'es comme, j'ai libéré la ville. Puis là, chaque année, il y avait même des photos de comme la célébration de genre, pendant une game de soccer, il y avait 60 000 personnes qui l'applaudissaient, genre, fucking récemment, genre. C'était un Québécois. Il a pris l'hôtel de ville avec une tête de chèvre.
Non, je pense pas. Léo Major. Moi, là, j'étais rendu où dans... Là, je suis rendu dans la partie, tu sais, un peu plus obscure, là, où on parle plus de la Finlande, les Netherlands, les guerres un peu plus... les side quests, mettons, de la Deuxième Guerre mondiale. Mais il y en a un, là, moi, je ne me rappelle plus son nom, c'est un Finlandais. OK. Puis c'est le meilleur sniper de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Il y en a qui disent que c'est un Russe, mais en fait, c'est un Finlandais qui vivait dans les montagnes. C'est un chasseur. Puis quand l'Allemagne a annexé la Finlande, lui, bon, il s'est mis à s'opposer au régime allemand, puis il se cachait dans la neige. Il y avait un soude blanc. Il se cachait dans la neige, puis il restait là pendant des heures. Il y avait une tolérance au froid pas possible. Puis il tirait avec un gun, mais à cause de la lunette, puis du soleil, ça faisait une réflexion. Fait qu'il enlevait sa lunette. Fait qu'il tirait en utilisant que la croix de fer, je sais pas comment t'appelles ça. Puis à lui tout seul, il a tué genre 360 soldats allemands. Puis il mangeait de la neige. Wow. Il mettait de la neige dans sa bouche pour pas que la fumée de son évaporation d'eau le fasse spot. Et il réussissait pas à le trouver, il se déplaçait trop vite. Puis à un moment donné, il s'est fait guette. Puis ils lui ont tiré dessus. Il a bouffé une balle dans la bouche qui lui a fait comme exploser la mâchoire. Et il a continué. Il a continué à tuer. Et il a survécu. Wow. Et là, il y a encore des photos de lui après la guerre. Il a vécu jusqu'à genre 78, 79 ans avec la mâchoire toute niquée. Ça, c'est fucked up. Man. Yo, c'est dingue. C'est dingue. Mais c'est comme... C'est fou parce que mon éveil a commencé avec la Deuxième Guerre mondiale quand comme ça m'avait passé à l'école que genre l'Allemagne avait occupé la France, OK, lui a pris une photo devant la Tour Eiffel, mais j'avais pas catch que l'occupation c'était 4 ans, genre. Puis là, à un moment donné, j'ai catch ça dans une vidéo Facebook de 4 minutes et demie, genre, qui parlait de 4 ans de... Puis là, j'ai fait quoi? 4 ans? Ouais. Yo, là, je me suis mis là-dessus. Genre, juste, il y a 2 semaines, j'ai écouté le film de pianiste, genre. Je sais pas si t'avais déjà vu ça. Oui, ben oui. Puis, avec Adrian Brody. Ouais, j'avais jamais vu ça, bro. Yo, ça m'a fait... Yo, j'ai broyé, là. J'étais comme, what the fuck, man? Genre, juste le voir, c'était débuzzant. J'étais... Même à quel point, genre, j'étais intéressé à l'histoire à l'école. Puis genre, j'avais pas catch à quel point c'était fucked up, genre, quand j'étais jeune, genre. En plus, la France a été occupée 4 ans, ils font 20 films par année. L'Algérie a été occupée 400 ans, ils font... 4 ans, c'est long, ouais. Ouais, c'est ça. Big facts, bars, big facts, bars. Mais là, puis là, Macron, il est allé en France, il s'est excusé à l'Algérie, puis là, c'est rendu la honte de la France, Macron, qui se soit excusé. Puis là, hier, c'était genre le débat des Républicains, genre, c'est comme un autre parti. Puis il était comme, moi, je ne veux pas être de la France de l'apologisme. Nous avons une grande histoire et nous devons être fiers. Puis c'est genre le gars, comment il s'appelle? J'allais dire Bernard Arnault. Bro, genre, la France politiquement live, là, ce printemps, ça va être la plus grosse histoire, bro, parce qu'il crumble, genre. C'est genre, ouais, il va avoir un gouvernement fucked up qui va être élu. Éric Zemmour, ouais. Ah ouais, là, il rentre où dans les stats, lui? Live, il était à genre. Il y a un sondage qui l'a donné à 18%, genre, qui passerait au deuxième tour. Il était par-dessus Marine Le Pen, mais il y a beaucoup de gens qui questionnent ces sondages-là, genre, puis là, ils les remettent en perspective avec les autres années, genre, qui étaient bons. Parce qu'il a vraiment pété la rentrée, genre, en septembre, genre, chaque jour à la télé, c'était Éric Zemmour, genre, il était sur un plateau différent, Mais là, comme il y a un ralentissement, mais bientôt, il va annoncer vraiment sa candidature. Je sais pas, bro. Mais il a vraiment comme fait de quoi? Est-ce qu'il y a autant qu'il est décalissant, il y a vraiment... Son message a tellement impacté, genre, dans les sondages, que maintenant, tous les politiciens parlent de ce que lui a amené sur la table. Genre, c'est ses questions... Genre, quand tu décides c'est quoi les questions qu'on doit répondre, t'as gagné une partie de la bataille. Genre, comme, chaque fois qu'il parle, il faut qu'on parle d'immigration, d'insécurité. Comme, c'est les premières questions qu'on pose aux politiciens. Puis c'est qui parle juste de ça? C'est lui, genre. Ah oui, il s'y connaît dans c'est ça, fait. Puis lui, c'est mélanger ça avec citer tous les auteurs pas possibles, genre, comme c'est ça que j'ai dit. Éric Zemmour, quand tu l'écoutes, t'as l'impression que t'es intelligent, genre. Parce qu'il dit tellement de mots puis tellement de citations que tu comprends que t'es comme, ouais, je suis comme, et moi avec, je comprends tout ce qu'il dit, là. Fait que là, le monde, ils ont ce sentiment que, comme, vu que je suis d'accord avec lui, moi aussi, je suis intelligent puis j'ai tous ces référents historiques. Fait que ça fait que ils sont bas, genre, ils droguent le monde à l'histoire, genre, ce gars-là, c'est fou, genre. Ouais, puis mais les gens trouvent que c'est intelligent, mais quelqu'un, selon moi, qui est vraiment intelligent, c'est quelqu'un qui résume en très peu de mots puis qui est capable d'être clair, justement. Mm-hmm. On dirait que là, il mêle les gens avec des discours pas possibles, avec des référents, puis avec des... que t'en arrives à... Pas trop. Tu sais, t'es comme, OK, je suis pas sûr de c'est quoi la question. Tu
sais, c'est pas normal qu'on te dise qu'est-ce qu'il y a dans ton verre, puis tu fais selon les florents de page 9. L'obscurantisme n'a jamais été aussi. C'est de l'eau. C'est de l'eau, Carlis. C'est de l'eau. Sois clair dans ton discours. Plus tu te promènes là-dedans, plus tu essayes de fuck le monde. Là. Puis, en tout cas, j'espère que Zemmour va pas. S'il y a des Français qui nous écoutent, ne votez pas à Zemmour. Mais bro, je sais pas, man. Moi, je suis quelqu'un d'intéressant. Sur Internet, bro, Zemmour, il y a comme le début de. Genre, quand Trump, en 2015, a commencé à get du momentum, moi, j'étais vu sur Reddit, genre, comme c'était ça que je faisais dans la vie, j'étais au cégep, j'étais sur Reddit, genre. Puis j'ai vu le hype venir, comme, de le monde, ils disent, j'ai vu le hype venir d'Internet, genre, comme il y avait des memes, puis des memes sur Trump sans arrêt, genre. Puis j'ai l'impression qu'il y a ce même hype qui est en train de se faire pour Zemmour, genre, le meme, genre, puis il n'y a rien de plus puissant que les memes, genre. Oui, parce que c'est plus comme avant, là. Maintenant, c'est des guerres de popularité, et puis c'est ça, tu sais. Puis les gens le comprennent, là, de plus en plus, on va le voir dans les prochaines années, ça va plus être des politiciens de formation ou des gens qui ont des jobs libéraux qui vont prendre des hauts rangs dans le pouvoir. C'est de plus en plus, maintenant, dans les 10 dernières années, on l'a vu, là, beaucoup de musiciens. Tu sais, t'as vu, je pense, c'est en Ukraine. Pas en Ukraine que là, c'est un acteur. Je sais pas. En Ukraine, là, le président. Ou en Hongrie, peut-être. Ou en Hongrie. Ou non, je pense que c'est en Ukraine. Là, c'est un comédien. Tu sais, à Haïti, il y a eu Sweet Mickey, qui était un chanteur. Wyclef aussi a essayé. T'as Arnold Schwarzenegger. De plus en plus, les politiciens vont devenir des gens populaires. Des chroniqueurs vont devenir. Donc, je sais pas où ça s'en va. Tu sais, là, il y a Kanye West qui voulait se présenter. Ça va devenir ça parce que c'est pour eux que les gens vont vouloir voter. Pas pour le dude qui a étudié en droit puis que tout le monde s'en fout, qui connaît un peu plus. Mais c'est ça, cette espèce de... Parce que ça... Tu mélanges le fait qu'il y a l'Internet plus le fait que le monde sont juste tannés, genre, en général, de l'establishment, genre. Mais la personne qui représente ça, c'est souvent quelqu'un comme Trump ou Zemmour. Puis surtout que Zemmour, genre, il pogne les mêmes codes que Trump direct. Dès qu'il parle d'arabe, c'est des voleurs, c'est des violeurs. Direct. Il dit la même chose que Trump disait des Mexicains, genre textbook, genre. Fait que c'est fou qu'il puisse le faire puis ça fonctionne. Ça me fait capoter, genre, en fait. Ouais, parce que les gens sont comme... Il va aller chercher les gens qui pensent... qui sont comme extrêmes, tu sais, puis si tu veux... C'est... Quand ça va pas bien, mettons, la meilleure solution, c'est d'être extrême. Parce que là, les gens ont besoin que ça change rapidement. Quand t'es nuancé, faut que tu sois dans un... Faut que ton pays soit stable. Mais mettons, dès qu'il y a une guerre ou qu'il y a... Il y a une pandémie, une pénurie, les gens vont toujours se retourner vers les extrêmes. On l'a vu dans tout ce qui s'est passé. Hitler n'était pas populaire là, jusqu'à ce que les crises économiques en Allemagne, puis que ça aille mal, que là, les gens n'avaient plus le choix, n'avaient plus de travail, plus de bouffe, qu'ils vont vers des cas extrêmes. Fait que ça se peut très bien que ça se reproduise. Puis ça ne m'étonnerait pas que ça arrive, mais après, bon... En espérant que d'habitude, ces gens-là, une fois au pouvoir, se rendent compte que c'est pas nécessairement ça, puis qu'ils se font de toute façon mopéter un peu, là. Ils se font comme utiliser comme une image. Puis, mais moi, je te dis, dans pas long, là, on va les voir de plus en plus. Même moi, j'y pensais, comme hier ou avant-hier, j'étais comme, hey, dans, je sais pas, 20, 25 ans, je suis encore en vie puis en santé. Je suis comme, la politique, ça pourrait être a thing. Why not? Crime, ça a l'air dessus, mais... Mais moi, j'ai vu le maire de Laval qui a gagné l'élection, actually. Il y a eu 36 000 votes. J'ai 48 000 abonnés sur YouTube. C'est ça, tu sais. Ouais, c'est fou, hein. Tu sais, je pourrais... Moi, j'ai 120 quelques mille sur Instagram. Je dis, yo, guys, votez pour moi, puis je fais tirer une boîte... Une boîte coquette. Une boîte à vino. Je vous donne des billets pour mes shows. Mais yo, that's what the people want, bro. Ben ouais, le pouvoir au peuple, le pouvoir au like. Ouais. C'est la like arcie, je sais pas comment, la démocratique. Oh, wow, la démocratique. Ça, c'est fort. Pas mal, ça, hein? C'est ça qui vient d'inventer ça, là. Live. La démocratique. C'est un bon titre de livre. Ouais, je pense que je vais tout aller. Maintenant, il me reste juste à trouver le contenu. Dis que tout le monde est offensé partout puis qu'on peut plus rien dire. Ça vend. Si Snoop Dogg peut sortir un livre de cuisine, moi, je peux sortir un livre politique. Un essai politique. On va te décrire un homme, Medou Saidan, essayiste politique. Moi, je vois le vibe. Dis juste à dire l'inverse de ce que tout le monde pense. Est-ce que... C'est quoi... Tu sais, comme tu commences, tu as envie de faire de l'humour.
Là, tu commences à avoir des moyens. Pas avoir des moyens, mais tu fais des projets, les projets fonctionnent, tu as de la reconnaissance, de la notoriété. Est-ce qu'à un moment donné, t'es comme qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que t'as pas un but, mais genre maintenant que t'es à cette place-là, y a-tu de quoi que t'es genre yo, je veux faire ça, j'ai tout le temps voulu faire ça, j'ai envie de créer de quoi, j'ai envie de. Y a-tu de quoi? Genre, t'es-tu à ce stade-là dans ta carrière où est-ce que t'es comme yo, je veux faire de quoi de moi, genre je veux m'imprégner de quelque chose? Je pense que ce que j'aimerais faire, c'est développer plus sur ma vie plus personnelle. On dirait que j'ai eu une grosse lacune à force de bosser comme un malade depuis que je suis jeune adulte. J'ai comme manqué des bouts. J'ai comme, tu sais, j'ai perdu ce rapport avec les hobbies. Tu sais, je fais plus de hobbies d'habitude. Je travaille quand je travaille pas. Je me repose de travailler. Fait qu'on dirait que j'ai perdu ce rapport-là. Puis je parle avec des gens, puis tout le monde a des hobbies, tout le monde fait des activités, puis des trucs en dehors de leur travail. Puis ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire. J'aimerais avoir un hobby. Tu sais, j'aime beaucoup jouer au soccer ou faire du vélo, puis j'ai comme mis ça de côté pendant une couple d'années. Tu sais, j'ai acheté des skis, je fais jamais de ski, je fais jamais de... Quand j'étais petit, j'étais philatéliste. C'est quoi ça? Je collectionnais des timbres. Oh wow. J'ai une belle collection de timbres. Tu sais, j'ai jamais continué à faire ça. Tu vas me dire que c'est fucking plate. Yeah, right. Je suis sûr que c'est une belle collection, actually. Une très belle collection. Le vieux timbre de l'URSS, il doit valoir 6 piastres maintenant. Fait que je pense que c'est ça, c'est de passer plus de temps aussi avec ma famille, passer plus de temps avec mes amis. Des choses que j'ai perdues un peu avec le travail parce que tu veux tellement succeed, puis tu veux tellement qu'on te reconnaisse comme pour ta job, puis là, en vieillissant, tu fais comme, hey, faut que c'est pas j'ai des amis qui commencent à se caser, puis ont des enfants, puis là, tu les vois de moins en moins, puis t'es comme, oh, OK, c'est pas comme avant où tu peux dire, yo, je te vois pas cette semaine, puis on se reprend la semaine prochaine, ou là, c'est comme, faut que tu les bookes 2-3 semaines d'avance, il faut que ça fonctionne dans leur horaire. Je pense que c'est ça que je vais essayer. Tu vois, j'ai comme... Rachid m'a donné pour ma fête 5 Dragon Ball. Parce qu'il sait à quel point je suis un fan et je les ai même pas lus. Tu sais, ça fait comme 2 mois. En 2 mois, j'ai pas été capable de lire 5 Dragon Ball. 5 Dragon Ball, c'est un caca. Un caca, tu t'enclenches 5. Fait que je pense que c'est ça, là. Mais t'étais quand même au Mexique enfermé dans une chambre, on a déjà établi. C'est quoi? Ben, fallait écrire. Fallait quand même... fallait écrire, puis que comme on travaillait souvent de nuit, le jour, faut que tu dormes. Yeah. J'étais allé me baigner, j'étais allé à la piscine, ça aussi, c'était nice. C'est big vibes. Big vibes. On pouvait pas se baigner à la mer parce qu'il y avait trop de... Dans le fond, t'étais payé au Mexique dans un hôtel pour faire des jokes sur la télé-réalité. J'étais payé pour regarder la télé dans un hôtel au Mexique, ouais. C'est lit, ça, c'est comme ma description de tâche. Mais comme pas... c'est comme... Je chiale, je suis comme, j'ai pas d'hobby. Non, mais c'est parce que quand ta job commence comme un hobby, comme un art, ou comme à emmener, t'es comme, ouais, mais j'ai pas besoin d'avoir hobby parce que j'ai le métier que j'ai toujours rêvé d'avoir, de faire ça, qui est pas une job. J'ai pas le droit de dire appeler ça une job parce que c'est comme mon rêve, I guess. Ouais, je Fait que là, à un moment donné, toi, tu te perds, puis tu es comme, mais dans le fond, c'est vraiment une job, là, parce que quand tu succès, puis tout le monde t'appelle tout le temps pour faire des shit, parce que. Mais j'ai hâte de faire aussi mes projets. Aussi. C'est ça, je vois. Tu sais, je fais beaucoup de projets. Tu sais, je joue dans des séries, mais c'est pas nécessairement moi qui écris. Tu sais, je fais pas mal de trucs. Là, je serais down de faire comme mon projet à moi, from scratch, tu sais. Fait que ça ne saurait tarder, là, mais je pense que c'est là-dessus que je vais essayer de me concentrer. Puis voyager aussi. Moi, je suis un gros fan de voyage. Maintenant qu'on peut, je vais bouger, c'est sûr, sûr, sûr. Ça, c'est lit. C'est un bon objectif. Ouais. Je suis d'accord. Justement, où est-ce que tu te perds tu perds tes hobbies, mais dans un job où est-ce que, genre, il faut que... La prémisse, c'est que tu as une observation, genre, comme lucide du monde autour de toi pour faire des observations dessus, genre. Mais quand le monde autour de toi, c'est juste faire des observations sur le monde autour de toi, tu vis pas vraiment le monde quand t'es juste là à parler du monde tout le temps. Puis c'est-tu tough quand tu travailles trop, puis ta job, c'est de parler du monde si tu rencontres pas le monde? Oui, c'est ça que je me suis rendu compte, c'est que, tu sais, quand tu commences à faire de l'humour, t'as quand même un bon background. Ça fait longtemps que tu fais pas de l'humour, mettons. Toute ta vie derrière toi. Fait que là, t'arrives, t'en as pour une couple d'années. Mais il faut que tu nourrisses cette banque de données-là. Puis la meilleure façon de la nourrir, c'est de vivre des expériences qui sortent de ta routine. Fait que
c'est sûr que moi, personnellement, c'est les voyages. Là, je capote. J'écris toujours un numéro quand je reviens de voyage. Comme là, je suis en train d'écrire un numéro sur tout mon voyage au Mexique. C'est des activités qui sortent un peu. Tu sais, comme j'ai pas de hobby, c'est dur d'écrire sur d'autres choses que moi qui écris ou moi qui joue. Je veux pas commencer à faire des jokes de tournage ou des jokes méta, genre. des jokes méta ou des jokes qui commencent par hey, l'autre jour, j'étais avec Claude Legault et tu sais, ça fait toujours name drop. Puis, fait que là, je pense qu'il faut que je recharge, faut que je remplisse cette banque de données. Fait que là, ça, partir un an, là, ce serait mon trip, là, faire un petit tour du monde ou essayer d'autres trucs. Pas nécessairement dans le cadre du travail. Parce que tu envoies des trucs, là, quand tu fais des tournages, là, c'est dingue. Là, tu sais, cette semaine, je suis allé visiter une database de cloud. C'était la première fois que je voyais ça. Je suis allé dans une ferme. J'ai vu une insémination de vaches. Tu sais, c'est tous des trucs que tu vois pas tous les jours. Mais c'est toujours dans le cadre du travail. Fait que c'est le genre de trucs. J'aimerais que ça, moi, faire des trucs. Genre aller faire la route des vins ou faire comme ça. Des trucs de moldu. Des trucs de moldu, il a dit. Tu parles d'écrire un number sur le Mexique, puis je suis quand même curieux de tes mécaniques d'écriture. Est-ce que tu pars de genre, j'ai un punch, genre ça c'est drôle, puis je vais construire autour, ou t'es comme là, je m'assure, je vais écriire là-dessus, puis les punchs viennent? Ah non, j'écris l'histoire comme elle est. OK. Une anecdote, comme mettons au Mexique, je me suis fait taxer par un policier. Ça, je vais le raconter. Le plus proche de la réalité. Okay. Quand je vais le mettre sur papier, je vais essayer de me rappeler le maximum de détails. Tous les petits détails, ne serait-ce que qu'est-ce que le policier portait, dans quel quartier j'étais, qu'est-ce que je faisais avant, qu'est-ce que j'avais dans les mains, comment j'étais habillé. Tu mets le plus de détails pour dresser un portrait le plus précis. Puis ensuite, tu essaies d'intégrer des jokes là-dedans. Tu exagères certains trucs, tu t'en rajoutes à gauche, à droite. Fait que là, tu finis avec une V1. Puis après, tu essaies d'en rajouter parmi les autres pour le build-up le plus possible puis l'étoffer. Comme un gâteau. Une fois que ta pâte est prête, après un peu de glaçage ici, un peu de glaçage là, un peu de déco. Puis à la fin, tu finis avec un beau... Mais aucun de mes numéros n'est pas né d'une histoire vraie. Je sais qu'il y a des humoristes qui écrivent différemment, mais moi, au moins, puis même pour t'en rappeler, là, pour le jouer, c'est génial parce que tu as juste à y aller comme dans ton souvenir. Tu sais. Fait que tu peux pas juste avoir un blanc. Parce que c'est ça qui t'arrive. Tu le sais, tu l'as chronologiquement. Puis à travers ça, tu peux rajouter des observations. Tu sais, comme là, dans ce numéro-là, je pars de l'idée que je me fais taxer par un Mexicain, puis après, j'essaie de trouver un angle différent. J'ai eu une très mauvaise expérience avec la compagnie aérienne mexicaine, Aeromexico. C'est pas elle qui vous sponsorait, ça? Non. Ah, okay, j'ai eu peur. Non, c'était OWG, ça s'est super bien passé. En revenant, ils m'ont fait vivre un voyage dégueulasse parce qu'il y avait des problèmes au niveau de leur compagnie. Fait que là, j'ai essayé d'utiliser ça pour justement parler de la situation en ce moment au Mexique, de l'immigration vers les États-Unis. Puis, tu sais, j'en arrive à des conclusions, puis je mélange là-dedans, puis je me promène. Puis, tu finis avec... tu pars d'une idée... Au bout du compte, le numéro, ça va être un 5%, le fait que je me sois fait taxer par un cop, mais ça va devenir complètement autre chose. Je comprends. Merci de nous avoir partagé ça. Fuck, j'aurais pas dû dire... Non, écrivez une joke et construisez tout le numéro autour de la joke. C'est la meilleure façon d'écrire. Moi, je t'ai vu dans la pandémie, t'as quand même eu un wave TikTok. Ouais. Qu'est-ce que tu penses? Là, t'es-tu encore beaucoup sur TikTok? Je regarde beaucoup, mais j'en fais plus parce que j'ai plus le temps. Mais pour vrai, si j'avais le temps, je reviendrais dans ce... S'il y avait un autre confinement, là, je referais d'autres TikTok. Pour vrai, c'est tellement le fun. Comme t'es chez vous, puis tu peux utiliser ta créativité, essayer de faire rire des gens. Montrer tes moves de danse. Montrer mes moves de danse. Ça, c'était des soirées plus tristes. Les moves de danse, c'était des soirées dark. C'est des soirées où t'es dark, t'es chez vous, tu bois un verre de vin de trop, puis t'es comme, yo, c'est pas si pire si je monte mes moves de danse. Ah, man. Mais je les ai laissés parce que je... Tout le monde est comme, tu respectes la joie, mais dis, waouh! Le gars, il danse tout seul dans son salon. Mais j'ai vraiment... Ça m'a beaucoup aidé à rester sain parce qu'au moins, je continuais à être créatif puis je continuais à faire rire et à me faire rire aussi. Hein. C'est important.
Fait que, non, j'aime beaucoup. Je pense, tu sais, il y a beaucoup de gens ils trippent moins sur TikTok et tout, mais je pense pour des jeunes, c'est le fun. C'est là que tu vois que... Je vois des jeunes, Rachid, il y a genre... fucking- Ouais, Rachid, il y en a plein là, qui ont... En fait, c'est une plateforme. Après, t'en fais ce que tu veux. Là. C'est comme dire quelqu'un la gouache, c'est de la merde. Non, c'est parce que toi, tu la gouaches, tu la mets sur ton visage, mais si tu fais une belle toile avec, c'est chill. Mhm. Puis surtout, ben c'est ça, c'est l'image qui s'est partie avec. C'est juste pour les petites filles qui dansent, mais je suis comme, t'es-tu déjà allé actually dessus, genre? C'est comme, il n'y a pas juste ça, il y a plein de humour edgy, de petits gars qui disent des shit fucked up. Les gens qui sont comme tu dis, des petites filles qui dansent parce qu'ils regardent beaucoup de petites filles qui dansent. Votre algorithme en dit long sur vous, hein. Ça, c'est l'affaire la plus drôle. Je checkerai ton For You page sur ta blonde, bro. Elle va être comme, yo, what the fuck, bro? Qu'est-ce que tu check? Juste, regardez pas ces vidéos-là, puis regardez des vidéos de cuisine, ça va changer. C'est juste ça, tout le temps! Ouais. Mais parce que tu les likes puis tu les regardes 15 minutes. Tes likes pis tes commentes, est-ce que Ouais, ça, c'est fucking drôle. Mais ça, c'est le plus fou parce que, tu sais, il y avait l'affaire qui s'est passée avec Astroworld, Travis Scott, genre. Je sais pas si t'as vu ça. Ouais. Puis comme sur TikTok, c'était généralisé que tout le monde, toute leur For You page, c'était un TikTok après l'autre. De ça, tu sais, t'as un événement qui a 60 000 personnes, tout le monde a son sel sorti, tout le monde a sa perspective de ça, genre, c'est comme... Puis c'était fou d'observer la mécanique, tu sais, comme quand un événement se passe de même dans comme la culture, genre, à quel point sur TikTok, ça fait en sorte que t'as l'impression que c'est juste ça qui se passe dans le monde, genre. Parce que c'est juste ça qui te feed, ben c'est juste ça que tu regardes, genre. Puis c'est comme le monde, il devient fou, genre. Il y a plein de TikTok après, genre, c'est pourquoi je check juste des TikTok de ça fait 48 heures, genre. C'est dingue, hein, comment c'est fucked up. Moi, ça pollue mon TikTok, là, puis c'est comme non-stop, ça, puis tous les jours, l'histoire change, mais faut pas trop non plus, je pense qu'il y a quelque chose de très addictif là, dans ça, parce que c'est énormément d'informations, puis en très peu de temps. Puis en ce moment, je fais une émission sur justement l'univers numérique, puis c'est incroyable comment ça pollue. Je suis dedans, je pense. Ah oui, c'est vrai, Chris, c'est vrai, t'es venu en ligne. Puis justement, là, cette semaine ou la semaine dernière, on parlait de la pollution numérique, puis je pense it's gonna be a big thing. Là. En ce moment, on s'en rend pas trop compte parce que c'est numérique, on est là, on fait des recherches, on regarde des vidéos, mais tout ça, c'est de la grosse pollution. Là. Juste faire une recherche Google, c'est beaucoup d'énergie. Il faut que ce soit stocké, toutes ces informations-là, le cloud. Comme je l'ai appris, même moi, là, dans les dernières semaines, maintenant, j'essaie de regarder moins de vidéos, j'essaie de me distraire d'autres manières. Pas trop de streaming non plus. Parce que l'idée, c'est comme l'endroit où ces serveurs fonctionnent, tout ça, ça consomme de l'énergie. C'est pas dans les nuages, pour vrai. Genre, non, c'est ça. C'est que les gens pensent encore que c'est dans les nuages. Mais non, c'est des endroits qui, plus les gens stockent, plus les endroits grossissent, plus les endroits utilisent des énergies qui sont pas toujours propres. Ici, au Québec, ça va. Là. On est quand même avantagé à cause de nos énergies, mais sinon, ailleurs, c'est du fucking charbon. C'est du charbon, man. C'est des orphelins britanniques qui sont là. Il y a d'autres shillings. C'est Hollywood Twist. Ça va péter. Moi, je te le dis, ça va être le même principe que les voitures dans comme une dizaine d'années. Tu sais, avant, tout le monde avait genre 3 chars, on s'en foutait, tout le monde avait des gros 4x4, puis tout. Puis plus ça avance, puis on est comme une voiture par foyer, on va des voitures électriques, il faut faire plus de vélos et tout. Ça va être bientôt, là, on a tous 8 iPhones là, qui traînent à gauche et à droite. Bientôt, on va revenir à comme un iPhone par famille. Tu le partages. iPhone par famille. Tu stockes moins de shit là-dessus. Pas vrai, mais ça, c'est ça la réalité aussi avec beaucoup de gens qui parlent de crypto-monnaie. Je sais pas à quel point toi t'es deep dans la crypto, mais non. Mais comme tu sais, à la fin de la journée, miner des bitcoins, là, ça prend des serveurs, ça prend des cartes graphiques qui sont branchées sur l'électricité non-stop. Là. La quantité d'énergie que ça prend, c'est fou. C'est... je pense exact. Je pense que pour une recherche Google, c'est assez d'énergie pour faire bouillir 1 litre d'eau. Wow! Ouais. Ok, fait que c'est une bonne comparaison. C'est un bon ratio. Une recherche Google, sais-tu combien on en fait dans une... Moi, j'en fais une centaine de recherches Google dans une journée. Oh. Des fois, je fais du Wikisurf, là, où je fais juste lire un article. Dès qu'il y a un truc que je sais pas, je m'en vais à un autre. Yo, je suis en train de bouillir l'océan. Pour vrai. Mais pour vrai, moi, je faisais un shit sur Twitch. C'est des... tu demandes au chat, tu pars d'une page Wikipédia, puis il faut que tu te rendes à une autre, mais sans cliquer sur rien, genre.
Fait que là, c'est comme, je vais partir de Mehdi Boussaïdan à la Révolution française. Fait que là, dans ton shit, ça va être écrit, mettons, humoriste, puis là, humour, liberté d'expression, Napoléon, puis là, il faut que je me rende à la Révolution française. Tu peux pas cliquer? Je peux cliquer sur les choses, mais je peux pas rechercher. Ouais, faut pas que tu tapes. C'est ça. C'est nice, C'est un bon jeu. C'est un méchant bon jeu. C'est mon genre de jeu. Mais ça bouille des océans. Ça, man, c'est sûr. Là, tu bois beaucoup de litres. Tu peux avoir un spa avec ça. Mm-hmm. Fait que c'est ça, je vais essayer de faire plus attention quand même. Puis on s'en rend pas compte parce que c'est comme nouveau. Là. Mais c'est la nouvelle forme de pollution en plus de ce qu'il y a déjà. On rit, mais moi, je me suis surpris à avoir tellement d'iPhone là, que dès qu'ils brisent. Moi, je suis champion, là, j'ai pas changé de ça. Là. Moi, j'ai un iPhone 8 Plus. That's great. Je suis loin. Ben là, je veux changer, là, je suis tanné, il n'y a plus de batterie. Là, mais là, je suis depuis 2018, j'ai le même téléphone. Tu peux plus appeler, tu peux plus texter, mais you're good. Je peux checker mes notifications YouTube. Yo, man, merci, man, pour la podcast. C'était fucking bon, man. C'était super nice, thanks. Merci de l'invitation. Puis, attends, j'avais un truc à dire. Ouais, tu es venu voir mon show. OK, là, c'est ça, c'est la compétition des humoristes invités. Ben oui, c'est chaud, je veux dire, c'est bon. Si Arnaud t'a donné des billets, moi aussi, je te donne des billets. J'en donne même à Arnaud, allez. Merci beaucoup d'être venu. Merci à tout le monde qui écoute. Tout le monde, laissez 5 stars sur Apple Podcast. Merci d'être rendu jusqu'ici. Abonnez-vous au Spotify et tout. Puis les gens qui écoutent pour la première fois, bonjour. Les gens qui écoutent pour la dernière, adieu. C'était Faites-Voir, la meilleure podcast au Québec. Bye. Hey. Yeah. Yo, man, c'était fucking bon, bro. C'était le fun, bro. T'as aimé ça? Vraiment, c'était très cool. Togwall.